Xavier Moreau, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Et moi, j'ai du Quels talent. sont les intérêts de la France en mer Noire et en Ukraine? Zéro. Français sans peur, chrétiens sans reproche. Ah ben là, c'est un Jean-Luc Il y a Mélenchon. une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province atteint de constipation. Bon, courage, on les aura. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième entretien choc et entretien choc numéro 2 entre Alain Soral et Xavier Moreau. Messieurs, on est ravis de vous accueillir sur Divergence Politique. Alors, dans le premier épisode, vous aviez longuement conversé de l'état de la France. On le voit là, en plus, avec les élections municipales, c'est entre deux tours, finalement, les choses ne s'arrangent pas. On va se poser aujourd'hui une question toute simple. Résistance, faut-il ou doit-on d'ailleurs sauver la France? Peut-on et doit-on sauver la France? Alain Soral, déjà, qu'est-ce que c'est qu'être résistant en France en 2026? Déjà, le mot est bien choisi parce que je pense qu'en France, il n'y a plus d'opposition. Il y a le pouvoir et la résistance. L'opposition a été intégrée en fait au système de domination. Donc voilà, il faut parler de résistance. Et la résistance, effectivement, on pense tout de suite au précédent historique qui est De Gaulle partant à Londres pour essayer de continuer le combat. Bon, il y a des ambiguïtés, mais là, on sera schématique. Et là, aujourd'hui, Londres, c'est Moscou. C'est sûr que si on veut résister à ce qui se passe en France, qui est une espèce un mixte d'effondrement et de prise de contrôle par une force extérieure d'ailleurs qui mise sur l'effondrement pour pouvoir, je dirais, sanctuariser sa prise de contrôle. Donc c'est ça l'ambiguïté, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, pour se maintenir au pouvoir en France, qui sont obligés de la détruire encore un peu plus. Et donc, la résistance ne peut se passer qu'à l'étranger. Ben, d'ailleurs, Xavier en a fait l'amer constat, puisqu'il est sous sanction, même pas par la France, d'ailleurs par l'Union européenne, hein, une instance pareille qui n'a rien je dirais, de légal au sens classique du terme, puisqu'en fait, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas d'habeas corpus, là, hein, on est ça te tombe dessus, on est dans la lettre de cachet, quoi, quelque chose qui renvoie plutôt à l'Ancien Régime. Et donc, il faut évidemment essayer de sauver la France, parce que nous sommes des patriotes, et je vois pas comment on pourrait c'est comme se désintéresser d'un enfant, pratiquement, ou d'un parent, plutôt, d'ailleurs, hein. C'est comme laisser crever sa vieille mère, hein. On ne peut pas faire autrement que de combattre. Et pour ça, il faut le faire forcément de l'étranger, parce que même moi qui avais migré de la France à la Suisse en jouant d'une double nationalité pour pouvoir continuer à mener le combat, mener le combat, ça m'a permis de durer 4-5 ans de plus. Mais là, si j'étais pas parti et vite fait, j'étais mis en prison en Suisse, comme je l'aurais été en France si j'y étais resté. Et puis là, on atteint des altitudes assez vertigineuses, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun respect du droit. C'est-à-dire que moi, je suis condamné, par exemple, pour association de malfaiteurs, alors que cette loi d'association de malfaiteurs n'est pas du tout faite pour un cas comme moi. Je suis totalement en dehors de ce genre de catégorie. Mais le droit n'existe plus, hein. On a le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui ont pris par l'argent, la corruption, la menace parfois, la bêtise, qui ont pris le pouvoir sur le politique et le médiatique, mais qui malheureusement petit à petit ont pris aussi le pouvoir sur le judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Il n'y a plus cette loi qui peut vous protéger des abus. C'est-à-dire que tout marche dans le même sens. Et donc vous êtes vraiment livré à l'ennemi, pieds et poings liés, hein. Donc moi ça me fait marrer les gens qui disent ah Soral, tu as fui tu t'es soustrait à la justice ou tu as fui la justice. La justice, c'est pas ça, hein. Moi, j'ai juste fui la prison, c'est-à-dire une forme de mise à mort, hein, parce que une fois que tu y es, moi je cumule 9 années, hein, en France, hein. Donc voilà, je suis pas masochiste. Je sais pas qu'il y a des gens peut-être à qui ça aurait plu, mais la seule chose à faire, c'est faire après mes 40, ben, on part à Londres et puis on tente de continuer le combat. Ce qui n'est pas facile, mais je vois pas d'autre alternative. Je vois pas où on pourrait aller d'autre pour mener ce combat. Il y a des pistes peut-être où le droit est un peu plus respecté qu'en France et peut-être la liberté d'expression. En fait, il y a les États-Unis avec le premier amendement, quand je vois ce que se permet de dire Fuentes, ce qui est quand même assez incroyable. Il y a Israël, quelque part, en fait, où il y a quand même une opposition de gauche radicale, où on peut dire plus de choses qu'en France. Et puis sinon, à part la Russie, je vois peut-être la Corée du Nord, mais
Voilà, donc Moscou m'a semblé la bonne destination. Je pense que Xavier valide. Alors justement, bah oui, Xavier, c'est la question qui est dit par Alain. L'appel du 18 juin 1940, finalement, c'est plus long maintenant. C'est Moscou, c'est ça? Mais voilà, c'était aussi Moscou, hein. Je rappelle que lorsque l'Allemagne, au moment de Barbarossa, immédiatement, le général de Gaulle a réagi avec enthousiasme, de la même manière qu'il a réagi après la victoire de Stalingrad. Donc effectivement, c'est ici que ça s'est passé, hein, la défaite d'Hitler, nulle part ailleurs. Et je suis assez d'accord. Pour moi, l'important, en fait, c'est ce que j'ai bien l'intention de revenir faire de la politique en France. Ma candidature, donc, qui a été validée pour l'instant, parce qu'encore une fois, c'est l'arbitraire, qui a été validée pour être conseiller des Français de l'étranger. C'est une étape, et c'est une étape que je peux me permettre parce que ma famille est à l'abri. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils font. Ils s'en prennent à ta famille, ils te mettent, comme à l'époque soviétique, hein, ils te mettent hors société. Ils te privent de tout. Et quelles auraient été les conséquences si j'avais vécu en France au moment où ils ont mis sur les sanctions? Je serais sous les ponts avec mes 5 enfants et ma femme. Voilà. Là, j'ai quand même un minimum, je suis à l'abri. Mais ce qui me rend libre, en fait, le prochain coup, j'irai en France. Je te dis pas quand, mais le prochain coup, j'irai en France, j'irai librement. Voilà. Et après, c'est à eux de prendre la responsabilité. Et moi, j'irai jusqu'au bout. Donc oui, je pense que la France peut être sauvée si les hommes de bonne volonté s'y mettent sérieusement et tiennent le discours, le discours qu'il faut, qui, comme l'a dit Alain, n'est pas représenté aujourd'hui. Enfin, en fait, sur l'élection municipale, qui est pourtant une élection locale qui devrait intéresser les gens, puisque là, on peut quand même faire un peu bouger les choses. En fait, il y a eu 48% d'abstention. Donc, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Je pense que les gens ont intégré que par la politique, il se passait pas grand-chose, parce que ce qui est quand même hallucinant, c'est de voir qu'il y a toujours un parti socialiste très présent dans les villes, comme si rien ne s'était passé depuis les années Mitterrand, et puis une pseudo-droite républicaine, et que ces deux partis qui normalement devraient être rayés de la carte du temps, sont toujours très très bien en place. C'est-à-dire que ça me rappelle la petite phrase que j'avais sortie, la politique demain ne passera pas par les urnes, mais par les burnes, d'une certaine manière. Hein. Là, on le On en vérifie quand manque, même. on en manque en France. Alain, il y a quelques minutes, vous parliez justement des États-Unis comme encore un endroit de liberté d'expression. Euh, Vous citiez Nicolas Fuentes, effectivement, qui est extrêmement actif. On le voit même avec Candace Owen, on le voit avec Marjorie Taylor Greene, ou même si on reste sur les bloqueurs. Ceci étant, force est de constater que Tucker Carlson actuellement tire la sonnette d'alarme parce qu'il est inquiété par la CIA. Il y a des velléités, alors est-ce qu'elles sont fondées ou pas, mais en tout cas, il peut y avoir des velléités de le faire taire. Là aussi, les États-Unis, avec le premier amendement, finalement, sont plus un endroit de sécurité absolue, visiblement. Moi, je suis pas juriste, mais je sais qu'ils sont en train de le travailler, hein, le premier amendement. Ils sont en train de le réduire. Moi, j'ai écrit pas mal là-dessus. Dans les périodes d'opulence, il y a beaucoup de liberté d'expression. On peut dialoguer. Ça me rappelle les émissions de Pollack à l'époque, qui étaient très ouvertes au débat parce que la crise était moins grave. Quand la crise s'aggrave, je dirais la bourgeoisie dominante ne rigole plus. Hein. On a eu uniquement droit au porno à la fin, mais tout ce qui touche au sérieux, on n'y a plus droit. Donc c'est ça la mesure. C'est que là, on est dans une situation en France qui est extrême, de crise sociale, de crise identitaire, euh, de forces, je dirais, inconciliables, qui d'ailleurs ont été créées par les mêmes, hein, on pourra y revenir. Et là, le pouvoir bourgeois ne rigole plus parce qu'effectivement, il peut se permettre d'être un peu élégant quand tout va bien. Et puis quand tout va mal, eh ben, il se transforme. La bête ressurgit, hein, c'est-à-dire ça cogne, ça ne rigole plus. Et là, effectivement, ça cogne énormément. Et moi, le marqueur, c'est que je suis passé en quelques mois de la 17e à la 16e, pour ceux qui connaissent un peu le droit. C'est-à-dire que moi, c'est la 16e, c'est la chambre antiterroriste. Donc aujourd'hui, Trividic nous dit que s'il avait su que ça avait été fait pour ça, il n'aurait pas marché dans la combine. Mais c'est facile de le dire après, alors que c'était compréhensible dès le départ que c'était fait pour ça. Et moi, c'est plus du droit de la presse. On est dans le terrorisme, etc. Et là, l'arrestation est beaucoup plus facile. Parce que je rappelle qu'on avait essayé une fois de m'arrêter à l'audience, je crois que c'était à Colmar. Et là, la justice avait encore joué son rôle en disant on ne peut pas arrêter
pour du droit de la presse, quelqu'un à l'audience, c'est valable pour le droit militaire et je crois le pénal strict. Enfin, c'était encore un peu respecté. Ce qui fait que j'ai longtemps échappé quand même, pas à des gardes à vue, mais à la prison. Mais là, avec la 16e, j'ai eu tout de suite un mandat d'arrêt, hein, ou mandat d'amener, enfin, on ne sait pas trop. Et à un moment donné, on peut top grader jusqu'à Interpol, parce que quand on te met association de malfaiteurs dans un but de soutien au terrorisme dans l'affaire iranienne, et qu'on fait comme si on était en guerre avec l'Iran, ce qui n'est absolument pas le cas. En fait, on nous impose des états de guerre de fait, on rentre dans des conflits sans jamais solliciter ce qui normalement est la norme démocratique, l'Assemblée. En fait, il y a le fait du président et puis le fait comment dirais-je, des groupes de puissance. Et on sait très bien qu'il y a dans cette espèce de puissance qui outrepasse toutes les règles de ce qu'on appelle je sais pas quoi, la démocratie tocquevillienne. Moi, j'ai jamais trop cru à ce genre de truc, mais je veux bien faire semblant. On a Macron qui fait ce qu'il veut, et on a, je suis désolé de le dire, la communauté juive organisée, c'est-à-dire le CRIF, qui fait ce qu'il veut, hein, c'est-à-dire, on va dire, Israël et Macron, qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Et eux passent en force systématiquement. Euh, et, euh, et ça, ben, c'est juste un constat qu'il faut faire. Et donc, pour mener un combat, il faut non seulement être en dehors de la France, mais même de l'Union européenne. Il faut, et même la Suisse, qui était relativement sanctuarisée, puisque il y avait une tradition suisse, je rappelle, de protéger les proscrits. C'était quand même le refuge des proscrits. Et moi, on ne m'a même pas protégé alors que je suis suisse. C'est-à-dire qu'on était en train de me livrer à quelque chose qui s'appelle l'Organisation juive européenne, je rappelle, hein. Donc il y a dans l'intitulé maintenant l'idée que c'est au-dessus des frontières. Pourquoi pas l'Organisation juive mondiale, carrément, et que ces gens-là se font obéir au-delà des frontières et comment dirais-je, sacrifient leurs ressortissants. C'est-à-dire que j'avais une double raison d'être protégé en Suisse. Un, parce que je suis suisse. Deux, parce que je suis persécuté. Et ben, si j'étais pas parti là vite fait, je rappelle, j'étais poursuivi pour provocation publique au crime. C'est quand même. Alors, ce qui est toujours, après les petits caractères comme pour les assurances, non suivi des faits. Alors que normalement, en logique, s'il n'y a pas des faits, tu peux douter de la cause, tu vois. Mais là, l'idée, c'est bon, il s'est rien passé, mais vous auriez été bien content si s'était passé quelque chose. Et quelques jours avant, j'avais été convoqué, la veille de mon départ, pour un délit routier, où le procureur me dit: vous lui avez dit, t'as de la chance que je suis pressé. Mais si vous n'aviez pas été pressé, qu'auriez-vous fait? Je sais pas si tu vois la question. Tu vois, je veux dire, je dis, bah ouais, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle aussi, hein. L'important, c'est les faits, quoi. Mais on est dans une espèce de dinguerie comme ça, qui confine au crime d'arrière-pensée, tu sais. En fait, on se fout de ce que tu fais, on se fout de ce que tu dis, on sait ce que tu penses. Et c'est ça qui compte. C'est un peu comme le film américain, je ne sais plus comment il s'appelle, où la police arrête les gens Oui, sur Minority Report. On t'arrête avant que t'aies. Mais je te signale que je veux pas monopoliser la parole, mais c'est déjà dans la Bible avec l'idée, Esther, ce qu'on appelle l'agression préventive. Tu sais, c'est déjà intégré à la psychopathologie biblique. C'est-à-dire que tu te vantes d'avoir fait tuer 70 000 Perses, je crois, parce que il y en avait un qui avait le projet sournois de peut-être te nuire. Et moi, j'ai un livre de 1000 pages chez moi, qui est un livre de mémoire d'un des cadres du Mossad. Le titre, c'est « Lève-toi et tue le premier ». Tu vois. Et le problème, c'est exactement ce que fait Trump actuellement dans son discours avec le prétendu nucléaire iranien. Alors, il y a tellement de choses très intéressantes, Alain, que vous venez de dire. Ouais, si tu me permets, bien sûr. En fait, je pense qu'on est dans l'état d'urgence depuis les Gilets jaunes. Ils nous ont mis dans l'état d'urgence en 2018. Et on a creusé encore avec le Covid. Ils ont testé des tas de choses, le QR code, pour voir la manière dont la population se soumettrait ou se soumettrait pas. Et maintenant, en fait, on est en état de guerre permanent. Donc, c'était contre la Russie. Là, ça va être contre l'Iran. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec Alain. Ce que j'appelle la gauche bourgeoise est en panique parce qu'en fait, elle voit son édifice s'écrouler et elle va devenir de plus en plus répressive et de plus en plus arbitraire. Et en fait, c'est vraiment ce que les gens me disent, mais si tu rentres en France, est-ce que tu vas être arrêté? Bah, je lui dis en principe non, parce que j'ai jamais été condamné, j'ai jamais enfreint aucune loi, mais en fait, j'en sais rien. J'en sais rien parce que c'est l'arbitraire le plus complet.
Mmh. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à ce qu'Alain a dit. On va rebondir sur effectivement les lobbies. Alors, je ne sais pas si je peux les dire sur YouTube parce que sinon on va se faire bannir la chaîne, mais on va les lobbies d'Israël, on va dire. Je pense que là, ça passera. Et Macron, on va revenir sur cette question. Xavier, dans un premier temps, je voudrais vraiment finir la boucle sur effectivement la Suisse et le parallèle avec la Russie. Est-ce que finalement la Suisse d'avant, c'est la Russie d'aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, c'est un peu spécifique parce que la Russie est en guerre. Donc, il y a des limitations, qui me plaisent pas trop, mais que je comprends parce qu'on est en guerre. Ce que j'espère, c'est que lorsque la guerre sera terminée, on reviendra sur la situation ante. Par exemple, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait une télévision libérale, en France on dirait gauchiste, qui était présente en Russie, qui était financée par l'Union européenne, qui s'appelait Doge TV, la télé de la pluie. Alors aujourd'hui, elle émet de Vilnius, hein, c'est un peu le Genève de l'époque de Lénine. Donc tu as tous les tocards de Biélorussie et de Russie qui s'y retrouvent pour émettre des émissions que personne ne regarde. D'ailleurs, je pense que j'étais un des rares à regarder Doge TV, mais ça m'intéressait de savoir ce que pensaient les libérales au moment du Covid, etc. etc. Donc je trouvais que c'était... Donc ils étaient dans un bouquet satellite, c'était une télé, des programmes gratuits, programmes payants. Comme ils étaient agents de l'étranger, puisqu'ils étaient financés de l'étranger, ils devaient le dire régulièrement, ce que je trouve tout à fait normal, ça devrait être pareil en France. Je pense que même en France, on devrait avoir un bandeau de temps en temps sur LCI, cette télé financée par Bouygues, sur CNews, cette télé financée par Bolloré. Ça me paraîtrait tout à fait... Cette télé est financée par l'État, c'est une télé d'État, donc pour attirer l'attention sur le fait qu'il faut toujours aller revenir à la source. Donc je trouvais que ça fonctionnait très bien. Là, et je comprends très bien quand on est en guerre, donc il y a des limitations, mais ça devient un peu pénible. Donc autant je te dis, avant le février 2022, la Russie est un modèle pour moi de liberté d'expression. Il y avait même des journalistes ukrainiens russophobes qui étaient interviewés sur les grandes chaînes de télé, qui participaient au débat. J'en ai affronté, d'ailleurs. Voilà. Donc, ce que j'espère, c'est que quand la guerre sera terminée, on reviendra à la situation ante. Quoi qu'il arrive, même une Russie en guerre est bien plus libre du point de vue de la liberté d'expression que ne l'est la France, où maintenant, on peut dire, en gros, l'Union européenne et, d'après ce que dit Alain, la Suisse. Ouais, la Suisse a basculé, puisque moi, je suis en Suisse depuis... j'y étais à mi-temps, puis après, j'étais obligé d'y être à plein temps le jour où j'ai été arrêté, mis en détention, et que par miracle, la juge d'instruction, pour emmerder Dupond-Moretti, m'a remis en liberté, alors qu'il y avait 4 pages de demande de maintien en détention. Et là, mon avocat m'a dit, passe la frontière le plus vite possible, parce qu'ils vont recommencer autre chose. Et 3 jours après, j'avais les Traoré dans mon immeuble, hein. Tu vois, pour recréer un incident, et il n'y aurait pas eu 2 juges d'instruction de suite qui me remettaient dehors. Donc j'ai échappé une première fois à la prison en partant en Suisse. Et en Suisse, très vite, il y a eu un truc qui s'appelle la CICAD, qui est une extension de la LICRA, hein, c'est toujours la communauté juive organisée, qui a commencé à se plaindre de moi, alors que moi j'avais une espèce de... J'avais fait passer un message tacite à la Suisse, je ne fais pas de politique en Suisse, je ne fais pas de réunion publique, je ne parle pas de la Suisse. C'est-à-dire se comporter correctement, puisque même si j'ai la nationalité suisse, j'y ai jamais vécu, etc. Ça a tenu un moment, mais très vite. J'ai des journalistes qui se sont la Macron là-dessus, et puis un qui s'appelle Botti, qui passe son temps à me harceler depuis que je suis là. Et bon, bah, ça c'était un peu pénible. Et puis très vite, l'extension de la LICRA, là, qui s'appelle la CICAD, a commencé à m'emmerder. Et le procureur de l'époque a dit, il n'y a pas de quoi entrer en matière, parce que je crois que c'est l'expression, parce qu'en fait, il ne parle pas de la Suisse, il ne parle que de la situation française. Et ça, en 2021, ça a été la réponse. Alors, ils sont passés après par la grosse lesbienne, c'est-à-dire, ils ont attaqué en biais. Et là, après 2 ans de procédure, j'ai été condamné pour homophobie à de la prison ferme, je rappelle. Première mondiale. Musk avait posté, ça a fait le tour du monde, hein. Ce qui est quand même une... Et le procureur de l'époque avait dit que c'était une grosse victoire. Pour de la grosse victoire de la... Ouais, on voit qu'il y a longtemps que vous ne savez pas ce que c'est que les vraies batailles, quoi. Mais déjà, c'était pour moi pénible, tu vois, de subir ça. Et puis derrière, ils ont continué, c'est le principe du harcèlement. La communauté juive organisée procède à une technique, c'est elle harcèle. Et les gens, au bout d'un moment, cèdent, parce qu'en fait, c'est épuisant. Ils disent non au début, puis ça finit toujours par passer, quoi. Et là, ils ont le dernier procureur, qui est un obscur ancien avocat inexistant, qui doit se retrouver procureur pour des raisons de loge alpina, je sais pas, etc. Lui a dit qu'il y avait de quoi entrer en matière, hein. Alors en plus, il a diligenté une arrestation,
une perquisition, saisie de mon matériel, 8 policiers qui fouillent tout mon appartement, alors que je venais d'aménager en plus, enfin de déménager. Enfin, c'est vraiment fait, c'est du harcèlement pour sentir que tu n'es plus le bienvenu, quoi, que tu sois dans une situation de tension. J'ai été sous bracelet pendant tout l'été, il y a 2 ans, alors que l'été dure pas très longtemps. Donc tout ça, je me dis, voilà, la Suisse se retourne contre moi, ce qui est assez déprimant, hein. Je suis quand même un écrivain, il n'y a pas beaucoup d'écrivains en Suisse, hein. Il n'y a pas beaucoup de figures, tu vois, à part Roger Federer, de gens qui peuvent faire que les Suisses peuvent être fiers de quelque chose, à part du taux d'intérêt du troisième pilier, tu vois, voilà, tu vois. Et ben là, tu vois, je me suis dit, et la dernière fois, ils ont validé une plainte pour provocation publique au crime. Et ça venait de la France, hein. Il y avait même Madame Pina dedans, que d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont sorti tellement c'était son attaque était indéfendable d'une certaine manière. Et là, je me suis dit, bon, Alain, c'est plus qu'une question de temps. Et là, avec le dernier épisode, bon, j'avais déjà ce procès qui m'attendait de provocation publique au crime, de lèse-majesté sans doute, une histoire de délit routier qui traîne en longueur où on me met de la prison aussi, parce que le type qui était totalement en tort a en plus est allé porter plainte, alors que moi ça me serait pas venu à l'idée dans une algarade entre automobilistes, chacun repart de son côté. Mais voilà, c'est la Suisse quoi, hein. Et on vous demande, le procureur pendant 2 heures vous demande si vous l'avez traité de petit con ou de petit merdeux. Alors je demande s'il y a un barème, tu vois, qu'est-ce qui coûte le plus cher, quoi, tu vois. Et t'imagines, on mobilise la justice suisse pour ça. Enfin, là, je suis parti, j'ai encore reçu par quelqu'un qui ramasse ma boîte aux lettres une condamnation à 40 francs parce que j'ai roulé à 58 ramené à 53 au lieu de 50. C'est ça la Suisse. C'est une entreprise d'émasculation systématique, quoi. Je ne vais pas parler de la paysannerie, ni du paysage, ni des gens très sympas, etc. Mais la Suisse a basculé, elle est en train de devenir la France. C'est le paradoxe de la Suisse romande, c'est que les Suisses romans détestent les Français qu'ils appellent les frouzes, mais font tout pour leur ressembler finalement, et dans le pire, c'est-à-dire le gauchisme, la délinquance, les tags, enfin tout ça vient du gauchisme français. Et donc là, le dernier épisode, c'est que j'ai posté, comme vous le savez, sur X. Merci à Musk quand même de nous permettre d'exister par X, hein. J'avais posté que il était indéniable que l'affaire Epstein nous montrait qu'il y avait une mafia juive, raciste et suprémaciste. Alors j'ai prononcé le mot juif, j'aurais dû dire une mafia communautaire suprémaciste et raciste, qui de toute évidence dominait l'Occident par la délinquance financière et sexuelle. Enfin, en gros, tu vois, j'ai posté ça, qui me semblait frapper au coin de la vérité journalistique. Et ben, immédiatement, le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, a fait un signalement auprès de la procureure. Et la semaine d'après, c'était déjà sur le bureau du procureur suisse. Ce qui est rarissime que ça aille à cette vitesse-là. Et là, j'ai compris, donc j'ai été reconvoqué encore. D'ailleurs, j'ai été convoqué le 18 mars chez le procureur. C'est aujourd'hui même, hein. Alors j'ai dit que je ne pourrais pas m'y rendre parce que j'étais en tournée à l'étranger. J'ai demandé un report et aussi, chose rarissime, ils l'ont refusé. Ils m'ont refusé le report. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis un peu hors la loi dans mon second pays puisque je ne me suis pas rendu à cette convocation du procureur. Mais je voyais vraiment le piège se refermer sur moi, le piège suisse. Et puis après, je pense que la deuxième étape, c'était de me livrer à la France, parce qu'ils arriveront à mettre ça en place, hein. Ils y arriveront. C'est-à-dire que le Alors, fait d'être protégé... ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Tout à l'heure, vous parliez, Alain, de Macron et des lobbies israéliens en Europe, en France. Finalement, on a souvent dit, notamment sur cette chaîne, on a parlé de Macron, Xavier, comme un des young leaders, je dirais, une des figures armées des young leaders. Est-ce que ce lobby israélien est plus puissant finalement que ces young leaders dont nous avons beaucoup parlé sur cette chaîne? Est-ce qu'il est au-dessus d'eux? Est-ce que les young leaders sont finalement qu'un bras armé? Comment on peut structurer qui est le vrai danger? Voilà. Bah, je sais pas si tu veux répondre, Xavier? Pour moi, il y a quand même quelque chose qui est très spécifiquement français. C'est-à-dire que, oui, effectivement, Macron est un young leader, Jean-Noël Barrot est un young leader. Il y a une bonne partie des élites, enfin, de la classe dirigeante, c'est pas des élites. C'est pas des élites, hein.
de la classe dirigeante européenne qui en vient. D'ailleurs, il y a un signe, c'est qu'ils parlent tous très bien anglais. Ce qui manque encore à Jordan Bardella. J'ai vu, il a donné une interview à la BBC, il était en français, il se faisait doubler. Il n'a pas tort d'ailleurs, finalement. Parlons leur français, ils n'ont qu'à parler français comme tout le monde. Mais globalement, oui, effectivement, il y a ça. Mais pour moi, il y a quand même un phénomène typiquement français. C'est-à-dire que la classe dirigeante se renouvelle, elle se recrute à l'intérieur d'elle-même. D'ailleurs, on voit maintenant dans les élections, finalement, c'est le fils d'eux. À la télévision, c'est le fils d'eux, le journaliste qui a interviewé de manière, mais avec une flagornerie. C'est tout simplement, même pour lui, ça fait mal. Duhamel, donc qui est le fils de Duhamel, qui est le fils de l'autre journaliste là, qui s'est fait suspendre. C'est un cirque. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà, c'est un cirque. Et donc en fait, il y a malgré tout en France, il y a une espèce de renouvellement de la classe dirigeante. Et ça dure depuis très très longtemps en fait. Je pense que c'est le système qui est complètement pourri à mon avis, s'est mis en place avec la Troisième République. Et donc ça, voilà. Après là-dessus se greffent d'autres coteries, d'autres lobbies, et c'est de pire en pire. Par exemple, Macron, c'est quand même la liquidation de toute une partie de l'industrie d'élite française. Ça a commencé par Alstom. Là maintenant, alors que c'est 100% technologie française, on va fabriquer les prochains lanceurs en Allemagne. Pourquoi Airbus maintenant, pareil, la majorité de la production, c'est en Allemagne. Et en fait, paradoxalement, si jamais Dassault n'était pas privé, Macron l'aurait déjà liquidé, refilé aux Allemands ou aux Américains. Donc finalement, c'est le paradoxe que quand tu as commencé, par exemple, l'opération militaire spéciale, je me suis dit, la vache, heureusement que le complexe militaro-industriel russe, à 95%, en fait, il est contrôlé par l'État. C'est Rostec, c'est un espèce de monstre qui contrôle tout. Et ils ont dit dès le début, dès 2022, on vend au ministère de la Défense, tant que la guerre dure, les matériels au prix coûtant, et il n'y aura pas de redistribution de bénéfices tant que la guerre dure. La classe. Mais en fait, en France, si jamais Dassault, encore une fois, avait appartenu à l'État, il aurait été liquidé, fusionné. Nexter, pour lequel j'ai travaillé, donc qui fabrique le canon César, les munitions, etc., a été fusionné avec Krauss Maffei. Et en plus, on sait que toutes les fusions avec les Allemands, ça finit par l'invasion, quoi, par le fait qu'en fait tout ça nous est. Voilà. Donc en fait, oui, il y a des, mais à l'intérieur d'une structure, donc je dirais française, il y a qui est perméable à tous les lobbies et le parti de l'anti-France, qui est le parti de l'étranger. Il y a aussi un truc spécifique qui est l'énorme pouvoir qu'a le président français dans la Ve République, qui était quelque chose qui avait été voulu par De Gaulle parce qu'il ne pouvait pas imaginer autre chose qu'il y ait un patriote au sommet de l'État, et il voulait sortir de l'impuissance qui était née de la 4e et de la 3e. Hein, c'était ça. Mais aujourd'hui, ça se retourne contre l'esprit de la 5e, puisqu'on a un psychopathe anti-français au sommet de l'État, et qui a des pouvoirs, le plus de pouvoir de tous les présidents des démocraties mondiales. Hein. Je crois même Erdogan a été obligé de faire une modification constitutionnelle pour essayer de se rapprocher du pouvoir français au niveau présidentiel. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'endogamie des privilégiés du pouvoir, et l'endogamie produit de la dégénérescence. On le voit bien d'ailleurs avec la famille Duhamel. On dirait un porcelet, le petit là. Hein. Physiquement, il est dégénéré. Barrault, qui est un fils d'eux aussi, est dégénéré. Il est chez dolicocéphale. On a des dégénérés parasites qui sont endogames. Et puis on a effectivement cet incroyable pouvoir d'Israël sur la France, qui était déjà une réalité sous la 4e République, que De Gaulle avait essayé de contrer un peu entre 58 et 67, ce qui lui a d'ailleurs coûté, à mon avis, son pouvoir. Hein. Rappelez-vous le discours de novembre 67, c'est sur ce peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Et il disait bien que la politique israélienne allait créer le chaos dans les 50 prochaines années au Proche-Orient. Il faut écouter le discours en entier. Et puis novembre 67, mai 68, hein, révolution colorée, avec la fine équipe, Guesmar, Cohn-Bendit, enfin tout ça est très marqué communautairement. Et depuis, on descend l'escalier marche après marche. Hein. Marche après marche de la soumission. Et là, on arrive aujourd'hui pratiquement à ce qu'on appelle tomber le masque. C'est-à-dire qu'on a un lobby, ce que Goldnadel m'appelait, quand il essayait de me recruter, la communauté juive organisée, donc on va dire la communauté organisée, qui est toute puissante en France, et que de temps en temps, quand il y a des petites accroches avec Macron, c'est vraiment sur des points de détail. Mais moi, quand je veux résumer ce pouvoir aujourd'hui, comme je suis de l'autre côté du rideau de fer et que j'ai fui le monde libre, je peux m'exprimer, c'est ce que j'appelle la triple alliance
de l'étoile, de l'équerre et de la rondelle, hein. C'est-à-dire juif, maçon, PD, hein, c'est ça. Et c'est, en fait, tu sais, c'est ce qu'on appelle des fraternels, tu sais, c'est-à-dire que c'est horizontal en réalité, tu vois. On a Chenu, tu vois, au RN, qui en fait représente le lobby homo au RN et qui discute avec le lobby homo des autres partis. Il n'y a plus de gauche, de droite, ça n'existe plus tout ça. En réalité, il reste de la gauche et de la droite que deux formes radicalisées, c'est les pro-sionistes d'un côté avec Sarah Knafo et Zemmour, et les pros, on va dire, palestiniens avec LFI. Donc en fait, les deux marqueurs résiduels politiques sont aussi déterminés par la question israélienne, hein, pro-palestinien, pro-sioniste. Et pour le reste, bah, c'est l'effondrement, c'est la République au sens, comme l'a décrivait Maurras, quoi, hein, on y est, quoi, c'est-à-dire... on est passé du parasitisme au pillage aujourd'hui, c'est ça le marqueur. Et je pense qu'on est passé au pillage parce que les gens, c'est un peu comme dans les films de Scorsese, tu sais, quand tu raquettes un restaurant, tu l'as tellement raquetté qu'il est trop déficitaire, à la fin tu mets le feu pour toucher l'assurance, tu vois. Et on est passé, c'est le saut qualitatif, on est passé du parasitisme au pillage. Et ça s'appelle l'affaire Alstom, ça s'appelle effectivement, on vend à la découpe les fleurons de ce qui faisait encore la grandeur de la France. On découvre tous les jours qu'on était leader en câble sous-marin pour Internet. À chaque fois qu'on vend quelque chose aux Américains ou aux Anglais, quand c'est pas on découvre effectivement qu'on était leader dans certains domaines et que c'est fini. Et donc, oui, on est dans une période de liquidation où il ne restera à la fin, c'est ce que j'ai dit, c'est la volonté pour la France. Ça me rappelle un peu le plan Morgento dans un autre genre. C'est la France, ça sera Top Chef et LVMH, hein. La cuisine et les sacs à main, c'est tout. On nous laissera ça. Et effectivement, là, pour reprendre Attali, on sera un magnifique hôtel aussi. C'est-à-dire qu'on va découvrir ce que c'est qu'un pays tiers-mondisé, comme le Maroc aujourd'hui, qui doit vivre en acceptant les devises des touristes du troisième âge de la France qui veulent avoir une retraite agréable. Et il faudra faire, c'est les métiers de service au sens le plus servile du terme. On va découvrir ce que c'est que, en fait, quelque part, il y a une revanche de l'histoire. On va découvrir ce que c'est que la vie du colonisé, tu sais, de sourire aux colons. Et là, je vais peut-être faire une petite pause, mais avec ce qui se passe en ce moment du côté de Tel Aviv, on va pouvoir aussi continuer la digression, tu sais, sur ces types qui vont arriver bientôt et devant lesquels il va falloir se prosterner, bien qu'ils aient du sang plein les mains. Tout ça va venir aussi, hein. Alors Xavier, soumission finalement ou résistance, clairement nous avons choisi la résistance. C'est quoi la méthode de résister? Qu'est-ce que l'on peut faire? Moi, naïvement, j'ai l'impression que quand même les Français ont perdu ce caractère résistant depuis les Gilets jaunes. Que ça a été le dernier grand acte de révolte du peuple. Oui, qui a d'ailleurs été durement réprimé d'une sauvagerie qu'on n'avait pas eue depuis 1945, hein, les révoltes pendant les grèves. Donc oui, c'était le dernier soubresaut. Mais ce qui est intéressant justement de rappeler les Gilets jaunes, c'est que c'est une révolte économique. C'est parce que Macron, par le fait du prince, avait mis une taxe sur le diesel pour financer les voitures électriques, en gros. Et ça a fait tout d'un coup, ça menaçait de faire monter brutalement le prix du diesel, et il y a toute une partie de l'économie française qui a manifesté. Ce qui était intéressant, notamment, dans la partie Gilets jaunes canal historique, c'est que, je me souviens, c'était sur RT, qui à l'époque avait couvert remarquablement bien, c'est que tu avais par exemple un patron qui, dont l'activité était de louer des véhicules diesel utilitaires. Et il était venu manifester sur les champs avec ses employés. Et ça, j'avais beaucoup aimé. C'est-à-dire, finalement, le patron et les ouvriers, leur combat est le même. Et surtout, ce qui était bien, ça avait été souligné par Yannick Jaffray, c'est-à-dire que les Gilets jaunes avaient tout compris. Ils visaient la tête. Ils étaient sur les Champs-Élysées, devant le palais de l'Élysée. Donc, ils n'étaient pas en train d'aller... par exemple, la journée de colère, etc., la CGT, elle va bloquer le départ des trains des mecs qui vont travailler. Et il n'est pas là le problème. Il faut viser la tête. Il faut viser les préfectures, enfin, viser pacifiquement, bien entendu, mais manifester devant les préfectures, là où est le pouvoir. Par exemple, moi, pendant les Gilets jaunes, j'avais participé à une manifestation. Malheureusement, les flics sont arrivés trop tôt, mais on était devant BFM TV. Tu veux faire une manifestation qui compte aujourd'hui, tu manifestes devant les organes de propagande du régime. C'est ça qu'il faut faire. Donc ça, les Gilets jaunes avaient instinctivement compris tout ça.
Après, Parce qu'ils n'étaient pas pris en charge par les organisations syndicales, étudiantes, etc. Ouais. Regarde comme ils ont fait, ils ont transformé la place de la République pour faire des spéciales nuits debout, tu sais, où, Ouais. où les flics peuvent te les encercler comme ils veulent, où ça gêne pas le reste, tu vois, c'est quand même pensé. Rappelle-toi déjà quand ils ont fait Jussieu à l'époque, ils avaient construit la fac de Jussieu en fonction de ce qui s'était passé en mai 68. Hein. Il y avait carrément des douves, on pouvait mettre tous les mecs dans la cour centrale. Tout fermé, et on pouvait même faire effondrer la dalle si c'était nécessaire. Donc en fait, la France est assez spécialiste de ça. Et moi, ça fait des années que je dis que les syndicats, leur boulot, c'est toujours de faire des manifs nation, Bastille, République, c'est-à-dire faire défiler des pauvres devant des pauvres. Et en fait, le vrai moment de rupture, c'est quand les types se sont retrouvés dans le 7e arrondissement, là où il y a la grande bourgeoisie politique. Et là, il y a eu un moment de panique qui a été vite réglé. C'est qu'effectivement, les Gilets jaunes ne respectaient pas les règles. Et c'est là que tu vois que les syndicats sont totalement complices, à telle preuve que comme les Gilets jaunes sortaient le dimanche ou le samedi, je ne me rappelle plus de dire une bêtise, quand les syndicats ont commencé à organiser des manifs, ils les ont organisés le vendredi, c'est-à-dire un autre jour, je me rappelle, pour ne surtout pas marcher avec eux. Donc tu vois vraiment que la dimension sociale traître est totale. Un exemple avant d'oublier, la semaine dernière, la CGT a appelé à empêcher un spectacle de Dieudonné. C'est ça le boulot de la J'ai vu CGT, ça, ouais. d'empêcher un spectacle de Dieudonné qui est persécuté par le pouvoir. Enfin, on voit, de toute façon, il reste, je rappelle que les salariés syndiqués, c'est entre 7 et 8% du salariat français. Ça n'existe plus, tout ça, la grande époque des syndicats, etc. Ils ont réussi à tout atomiser d'une certaine manière, par l'individualisme forcené, les jeux, la dépression, la consommation Le de porno. trucs, et puis les pseudo-catégories, les jeunes, les femmes, les gays, enfin, c'est toutes ces pseudo-catégories qui ne sont pas des catégories sociales. Donc l'ingénierie sociale, elle a été quand même appliquée d'autant plus efficacement qu'elle a été faite par la gauche à partir des années Mitterrand, parce que le génie de la politique, c'est que quand tu veux vraiment faire des trucs de droite, tu fais élire un parti de gauche, tu vois. Et, et aujourd'hui, la vraie question, elle est là, c'est que euh, il y a une question assez simple, fondamentale, c'est qu'un peuple qui a une grande unité ethnique et religieuse est très difficile à déstabiliser. Donc quand des gens veulent dominer, des minorités agissantes veulent dominer, il faut qu'ils cassent ce truc-là, c'est-à-dire l'unité ethnique, l'unité religieuse. Et on sait très bien que tout ça a été fait scientifiquement et systématiquement, bon, de longue date, mais vraiment de façon accélérée à partir du regroupement familial. Donc c'était déjà d'ailleurs Giscard Chirac. Hein. Il n'y a même pas besoin de dire que c'est spécialement la gauche. De toute façon, Moreau serait d'accord avec moi pour dire que Giscard et Chirac, c'est déjà la gauche. Voilà. Clairement. Et après, alors sous Mitterrand, qui lui s'occupait des grands travaux, tu sais, de la géométrie sacrée, donc qui a tout délégué à une fine équipe, eux, ils ont fait en sorte d'arriver à là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre les pleins pouvoirs sur ce pays par le diviser pour régner. Et ce diviser pour régner à son stade terminal, on arrive à une situation de guerre civile en France, larvée, dont l'affaire Quentin a été un marqueur, entre une extrême gauche et une extrême droite qui sont socialement les mêmes, c'est-à-dire des petits bourgeois français fragilisés par la question économique, donc c'est ça qui est dramatique, et qui se battent sur des gris-gris, tu sais, des gris-gris spectaculaires politiques, c'est-à-dire fascistes, antifascistes, racistes, antiracistes, et puis évidemment le truc qui trône au sommet, c'est antisémite, où là, c'est le joker, c'est le principe du joker au poker, tu vois, et donc on est dans une situation de pré-guerre civile en France, et puis de pré-guerre mondiale en dehors de la France, hein. On est dans cette double situation, et le marqueur est toujours le même, je suis désolé de le dire, hein, le marqueur, est-ce que j'ai besoin de prononcer le mot? Ça vient du même endroit, quoi, hein, que ce soit local ou mondial, quoi. Donc, Ouais. Alors justement, Oui, ouais, vas-y, excuse-moi, Xavier. je voulais continuer là-dessus. Donc, par rapport aux Gilets jaunes, en fait, ce qui montre, c'est qu'en fait, c'est la crise économique qui déclenche le mouvement, je dirais, révolutionnaire ou réformiste. Social. Ouais, mouvement social. Tu vois, par exemple, la Révolution française, à l'origine, c'est les mères de famille qui débarquent à Versailles pour aller chercher le roi et le petit mitron, le boulanger. Alors que le roi, il est pour rien. Il y a une crise. Ici, il n'est pas totalement pas responsable, mais bon, il y a une crise qui suit la dette énorme à cause de la guerre en Amérique. Il y a des mauvaises récoltes et donc il y a une crise économique. Et la seule véritable, d'ailleurs, journée révolutionnaire spontanée de la Révolution française, c'est celle-là. Le peuple de Paris débarque parce qu'il n'y a plus de pain.
Donc, encore une fois, et à partir de toutes les autres journées révolutionnaires seront organisées par les clubs, mais le déclencheur, c'est la crise économique. Et je pense. Et aussi le virage libéral pris par les économistes qui conseillent le roi. La liberté des prix sur le on libère les prix, on arrête ce qu'on appelle le minimum, et tout ça, soi-disant, parce que ça va aider le marché. Et en fait, ça aggrave la catastrophe. En fait, c'est la catastrophe. Ouais. Marion Sigaud a travaillé. Elle a bien travaillé là-dessus. Bien travaillé là-dessus. Donc, et en fait, c'est ça qui déclenche le mouvement révolutionnaire. Et je pense que, alors, je le souhaite pas, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Notamment, il faut qu'on sorte de l'euro. La sortie de l'euro, quoi qu'il arrive, va faire très très mal. Donc, la France va traverser une période économique très difficile. Et là, ça va rebattre les cartes parce que la population française va se rendre compte qu'elle est gouvernée par des incapables. Et que, en fait, on lui a menti, qu'en plus, il y aura une dette colossale, aggravée par les 90 milliards, donc qui vont à nous coûter 17 milliards, qu'on va donner à l'Ukraine pour qu'elle perde la guerre un peu moins vite. Et donc, je pense que là, dans les années qui viennent, je pense notamment l'année 2026 va être très intéressante parce qu'on a une préparation de l'élection de 2027, qu'en plus, on a donc cette guerre en Iran. On a la guerre en Ukraine qui va très mal se terminer pour l'Union européenne. Et donc là, perte des guerres, crise économique, on a des facteurs d'agitation qui vont peut-être être, et je l'espère, être un déclencheur pour que les Français se réveillent. Et j'ai bien l'intention, c'est pour ça que je me suis encore une fois posé candidat, et que ma famille est à l'abri à Moscou, de participer à ce grand mouvement de renouveau politique qui devrait aboutir lorsque finalement le modèle social français, qui n'est pas viable, va s'effondrer. Et là, il faudra des gens qui vont dire la vérité. Et la vérité nous rendra libres, hein, comme disait le Christ. Moi, je suis d'accord sur les prémices, mais ce dont tu parles là, tu parles de la Révolution française ou ce qui va arriver demain, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Iran. Il y a, à cause des embargos, une crise économique qui fait qu'il y a un mouvement social de gens qui descendent dans la rue pour des raisons socio-économiques. Et là, il y a des manipulateurs, comme tu le sais, des snipers, qui tirent à la fois sur la foule et sur les policiers pour transformer des manifs sociales en guerre civile sur d'autres critères. Hein, sur d'autres critères. Et malheureusement, ce principe d'ingénierie sociale, il est relativement universel. Donc tu penses, ceux qui sont au pouvoir en ce moment et qui anticipent comme nous ce qui va arriver, ils sont déjà en train de penser la même chose. Alors c'est peut-être pas au niveau iranien où des snipers vont tirer sur la police et les manifestants, mais on est déjà sur LFI et les jeunes de LFI et les jeunes du RN qu'on va pousser à s'affronter. Quand tu vois le partage de Paris, notamment, c'est incroyable, la sociologie de Paris aujourd'hui. Il y a des zones frontières là qui sont des zones de conflit permanent. Et donc, on va rentrer en France dans une situation de guerre civile molle. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre civile à l'espagnol, hein, il n'y aura pas deux armées, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de vainqueur. C'est ça aussi le problème. Et qui va permettre au pouvoir macronien, comme il est en ce moment, de se maintenir. Et de se maintenir, attention, parce que ces violences de rue permanentes, elles légitiment quoi? Un État policier, c'est-à-dire une dictature policière. Donc on va avoir une crise économique grave, un narratif complètement délirant par des médias totalement corrompus, ils sont déjà là, hein, on ne peut pas faire plus que Nolo aujourd'hui pratiquement, des affrontements de rue au niveau de la jeunesse qui vont nous faire penser aux années de plomb en Italie, une crise sociale qui s'aggrave, et tout ça maintenu d'une main de fer par ce qu'on a déjà vu avec les Gilets jaunes, une France qui a des moyens de répression au sens presque mécanique, hein. Ils ont acheté du matériel, hein, les CRS et tout ça, etc. On est super équipés. Hein. À côté, quand je vois les manifs à Moscou, c'est presque de la rigolade par rapport à ce qu'on est capable, nous, d'aligner comme matériel et comme force de répression quand il s'agit de mater notamment dans les beaux quartiers. Parce que quand il y a des quartiers, on a le droit de s'amuser un peu. Moi, je me rappelle, il y avait à un moment donné les mecs de Bastille qui faisaient Indignez-vous, là, qui avaient eu la mauvaise idée essayer de faire la même chose à Saint-Germain-des-Prés. Je te garantis qu'ils ont tout sanctuarisé. Les camions, tu sais, les camions de Nanterre où on met les clodos, ils ont sorti les matraques, ils les ont tous tabassés, ils ont chargé dans les autocars, tu sais, où il y a du blanc là, sur les vitres, là, et on les a jamais revus. Hein. Et ça s'est fait en 2-3 heures. Hein. Il y a des endroits, il faut pas, tu vois. Là où il y a du pognon, des bourgeois, des touristes, il faut pas. Mais donc pour ça, ils ont prévu la République, la place de la République pour ça. On pourra avoir du nuit debout, parce qu'en général, si tu passes la nuit debout, c'est que tu passes la journée couchée, donc on est quand même sur des mouvements de branleurs, par définition. Bah oui, c'est toujours bien choisi les mots, tu sais, quand tu sais creuser un peu, tu sais. Ouais. Alors, tout à l'heure, justement, on parlait des mots tout à l'heure, et on disait, doit-on sauver la France? Vous avez répondu, messieurs, absolument que c'était un devoir moral, quelque part. Sacré.
Ouais, Sacré. sacré. La question, c'est peut-on sauver la France? Est-ce Bah, pour que, sauver la France, après il tout faut ce que que ça... vous venez de nous dire, après tout ce que Non, vous mais venez de nous dire, c'est est-ce qu'on peut redresser ce pays? pour sauver ce pays, il faut qu'on descende la dernière marche Ouais. des Ah, contradictions alors et ça, des c'est la évidences. théorie Xavier Moreau. La théorie Mais du non, mais phénix. c'est comme ça dans l'histoire, malheureusement, c'est qu'il faut que Ouais. il faut que ça aille plus mal d'une certaine manière et puis que les choses deviennent évidentes. Moi, je vois aujourd'hui, ma cote de popularité a tendance à monter parce que des gens qui disaient Soral est un peu monomaniaque, il exagère un peu, notamment sur la question d'une certaine domination communautaire. Aujourd'hui, avec la loi Yadan, avec la manière dont sont analysées les tensions proche-orientales depuis le 7 octobre, enfin, je veux dire, il y a quand même des gens qui se rendent à l'évidence, c'est qu'il y a un certain Que pouvoir Soral est à modérer. totalitaire. Oui, 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 j'en gardais sous la pédale, hein, j'en gardais sous la pédale, parce que je voulais pas faire peur, mais là, c'est-à-dire, ça se voit de plus en plus. Et il y a l'idée aussi de tomber le masque, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui nous dominent, moi, c'est ce que j'ai un slogan assez facile à retenir. Les gens aujourd'hui qui ont vraiment pris le pouvoir en France et qui ont des raisons en plus de sanctuariser la France, vu ce qui se passe en ce moment en Palestine, ils sont passés en fait de la Shoah à la Torah depuis le 7 octobre. C'est-à-dire, nous sommes fragiles, nous avons besoin d'être protégés. On est passé à tapis-rouge, on vous emmerde. C'est-à-dire, on a le pouvoir et on sait l'exercer par la force. Regardez comment on traite les Palestiniens. Et moi, ce que je fais comprendre, c'est que demain, le Français qui soit de souche ou de branche va être si jamais tu sais, il baisse la tête dans une posture un peu à la japonaise, tu sais, stupeur et tremblement, tu sais, comme tu ne dois jamais croiser le regard de l'empereur du Japon, sinon tu es mis à mort. Eh ben, ils vont comprendre que voilà, qu'il y a un pouvoir dictatorial qui s'exerce, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris de la République, des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et que ça, forcément, compte tenu de l'histoire de France traditionnelle ou même récente, ça va forcément mal se passer. Et c'est ça qui est tragique, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va passer par un moment. Ça me rappelle la phrase d'Attali, que d'ailleurs Mélenchon avait fait répéter. Attali avait dit avec sa petite voix calme de l'époque qu'on finirait par un gouvernement mondial et que la capitale serait Jérusalem, qui serait un très bel endroit pour un gouvernement mondial. Et puis après, il avait rajouté quand même, qui peut-être plus menaçant, alors est-ce que ça arrivera après la guerre ou à la place de la guerre? En gros, c'est à vous de choisir. Et le vous, je pense que c'est à nous qui ça. Et Mélenchon, qui était sur le bateau, avait dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? Et il lui a fait répéter. Et là, c'est quand même, si vous voulez mettre l'extrait un jour, vous verrez que tout se jouait déjà là. Mélenchon avait compris, Attali savait de quoi il parlait. Et l'idée, c'est simple. Est-ce que vous voulez vous soumettre maintenant ou est-ce qu'il faudra qu'on aille encore plus loin pour que vous vous soumettiez? Mais on est quand même aujourd'hui dans une démarche de soumission et qui a à voir avec quelque chose qui était prévisible. Je ne sais pas si on peut faire une pause et puis que j'enchaînerai un peu après sur ce qui se passe en ce moment dans ce conflit irano-israélien qui fait que beaucoup de gens qui veulent avoir une vie agréable, le pays le plus dangereux au monde pour les Juifs étant devenu Israël, vont à un moment donné se rabattre sur le pays où Dieu était heureux on disait heureux comme Dieu en France, et Ouais. ils vont se rabattre sur la France. C'est pour ça qu'on est en train de faire voter la loi Yadan. C'est pour ça qu'on va rendre inéligible, n'oubliez pas, dans une autre loi qui va arriver, toute personne qui aura été condamnée pour racisme. Hein, et donc on sait que le racisme des racismes, c'est l'antisémitisme tel que c'est pensé. Alors que c'est un antiracisme, mais bon, c'est pas grave, on n'est plus à une contradiction près. Tout ça, on est en train de sanctuariser la France qui va devenir non pas le deuxième Israël, mais l'Israël de rechange, parce que l'Ukraine, qui était un projet possible, à mon avis, c'est un peu râpé, et il va falloir se préparer à vivre ça très vite, là, très vite. Hein. Alors, messieurs, on va faire une toute petite pause publicitaire qui va durer quelques secondes. Voilà, c'était la petite pause publicitaire pour dire que nous ne sommes pas, contrairement aux médias de grand chemin du service public, nous ne sommes soutenus par personne. Donc, eh bien, le seul soutien qu'on ait, c'est vous. Donc, comment faire? C'est très simple. Faites un j'aime à cette vidéo, partagez-la avec vos amis, c'est important pour la visibilité. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, activez la cloche pour avoir les notifications. Et ne le faites pas que pour nous.
bien entendu, faites pareil pour Égalité et Réconciliation, faites pareil pour Stratpol, faites pareil pour tous nos amis qui sont dans le même combat que nous, GPTV, Toxin, chez qui tu étais, Xavier, cet après-midi, tous ceux que j'oublie, voilà, et qui se reconnaîtront. Faites-le pour tous les canaux, c'est important, c'est la seule façon, je vous le dis, c'est la seule façon qu'on puisse continuer le combat autant que ce soit possible. Alors justement, parlons de combat. Alain, Xavier, comment on se bat maintenant? Moi, j'aime bien ce que dit Laurent Ozon, faut faire du local. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'il a dit était très bien, le commentaire qu'il a fait sur X. Il disait les élections municipales arrivent. Votez pas pour celui qui vient de débarquer il y a 3 semaines dans votre circonscription. Votez pour celui que vous connaissez, en qui vous faites confiance. Donc, en dehors en fait de la politique traditionnelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, il y a je crois que c'est 15 000, 18 000 localités qui ont été en fait il n'y avait qu'un seul candidat parce qu'en fait c'est très ingrat c'est ingrat le ouais. boulot de maire local hein. C'est ingrat et c'est beaucoup de travail, etc. Donc ça veut dire que par exemple du côté de ces gens-là qui sont quand même les signataires d'ailleurs des candidatures à la présidence, ces gens-là n'appartiennent à aucun parti et je pense qu'une entraide peut se faire autour de ça. Bon, moi, je suis catholique pratiquant, donc je le vois à Moscou, par exemple, mon centre de gravité, c'est la paroisse Saint-Louis des Français. Et donc, je pense que pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est d'entraide, c'est de créer du lien social, de travailler, comme on le fait nous, sur des idées, fournir des idées, générer des idées, gagner le combat des idées, ce qui est quand même mine de rien en train de se faire parce qu'en face il n'y a rien, ils sont nuls, vraiment, c'est affligeant. Et puis attendre, c'est ce que disait Jacques Bainville, en fait, l'histoire c'est des circonstances et des hommes. Donc, si Napoléon n'avait pas été sous la Révolution, il aurait été peut-être un grand général de Louis XVI ou de Louis XV, mais il ne serait pas devenu empereur. Donc, toute proportion gardée. Hein. Donc, en fait, c'est ça, c'est être prêt, se former les autres, créer du réseau, créer et puis du local, et puis attendre, parce qu'en fait, les temps qui vont venir seront extrêmement durs. Comme dirait Alain, il faudra tout manière descendre. Ce qui a marché notamment à Paris, parce que j'étais à Paris la dernière fois que j'ai eu l'autorisation d'aller en France. J'adorais Paris. En plus, pour moi, ça me rappelle la Sorbonne, ça me rappelle des années merveilleuses. Et là, pardonnez-moi, c'est dégueulasse, quoi. Et ce que je comprends pas, c'est quand tu vis dans une poubelle à ciel ouvert, normalement, tu vires l'équipe. Et celui qui arrive en tête du premier tour, c'est l'équipe héritière de. Et pourquoi j'en parlais, on peut le dire avec Thierry Mariani. Je lui dis, mais comment c'est possible ? À la limite, tu votes LFI, mais tu votes pas pour l'équipe sortante. C'est dégoûtant ce qu'ils ont fait de Paris. Il n'y a rien qui marche. Il m'a dit, c'est le clientélisme. Ça s'appelle un électorat captif. Hein. Voilà. Et le clientélisme ne fonctionne que quand tu as de l'argent. Or, on va arriver à un moment où il n'y en aura plus. Et ça, c'est ça qui va rebattre les cartes. C'est-à-dire que le mensonge du socialisme parisien, notamment puisque c'est le PS, va éclater. Mais comment on fait pour vivre si jamais il n'y a plus les subventions, les appartements gratuits, etc., etc. Donc à ce moment-là, oui, il faudra tenir un langage de vérité, il faudra être courageux, et puis, mais ce sera dur, hein, ce sera dur. Mais je pense qu'il y a toujours en France, je le vois notamment dans le corps des officiers que je connais bien, avec qui j'ai encore des contacts. Je veux dire, les cadres de demain, on saura où les trouver. Hein. Comme Poutine est allé chercher ses cadres à la fois dans son réseau de Saint-Pét et au sein de l'ex-KGB. Les cadres en France, il y a des gens qui veulent redresser la France. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on peut l'imaginer. Mais pour ça, il faut les circonstances. Parce que c'est des gens qui ne bougeront pas tant que le pouvoir ne sera pas légal. Donc, à un moment ou l'autre, de toute manière, faudra s'en mettre aux urnes, et après, il faudra forcer. Mais, le problème peut-être, Alain, c'est que, justement, prendre le pouvoir par les urnes, c'est une très bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, tout est fait pour empêcher, justement, que des groupes, des nouveaux partis politiques qui ne soient pas ceux du système que l'on connaît depuis des décennies, puisse arriver. Florian Philippot, alors après on peut juger est-ce que c'est bien ou pas bien, Florian Philippot n'a pas accès du tout aux élections. Moi, de toute façon, je suis dans une logique de communication, idéologie et réseau. Moi, c'est mon truc, c'est faire du réseau. Parce que d'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai quand même fait un long travail de réseau.
Sinon, j'aurais pas pu bouger comme j'ai bougé là et avoir l'espoir de rebondir. Donc moi, ce qui me rassure, c'est que je vois que malgré ma diabolisation extrême, je suis très présent dans le débat public, puisqu'on dit attention, Mélenchon fait du Soral, attention, derrière Bardella, il y a peut-être du Soral, donc ce qui est bon signe. Il y a Et aussi Thomas. une ligne politique que j'ai toujours maintenue depuis, c'est gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale, parce que je crois que d'un côté, il y a ceux qui se maintiennent par une guerre civile larvée, et de l'autre côté, sauver la France, c'est forcément échapper à la guerre civile, par la main tendue mais ferme. Et en fait, ma ligne politique, elle reste la même, parce que c'est la seule qui soit pas, comment dirais-je, fantasmatique et qui correspond un peu à ce qu'est la France, hein, parce qu'il y a des gens savent pas trop ce que c'est que la France. La France, effectivement, il y a Paris, mais il y a Marseille, et puis il y a aussi Arras, hein, puis il y a Brest, et puis il y a Strasbourg. C'est quand même un pays qui est un pays dont la géographie pousse au raffinement et à la complexité. D'ailleurs, récemment, j'avais entendu Paul-Marie Couteau expliquer que c'est ce qu'il fallait comprendre de la France, c'est ce qu'avait compris d'ailleurs De Gaulle, etc. Et ça m'a plu, parce qu'effectivement, la France, il y a des gens qui ne veulent pas admettre que Marseille, c'est la France, par exemple. Et ça implique des choses par rapport à la Méditerranée. Il y a aussi des choses qu'il faut intégrer. Je rappelle que quand De Gaulle a commencé son travail de reconquête, quel a été le premier moment, le premier point qui a marqué, c'est un certain Félix Éboué. C'est passé par l'Afrique, c'est passé par les Dom-Tom, hein, c'est passé par la France de l'extérieur, et tout ça, ça existe encore. Et il y a aussi quelque chose, aujourd'hui, on voit que le personnel politique officiel, j'ai regardé certains types parler, on voit enfin, ils n'incarnent rien. C'est pas ils ont tellement intégré tous les codes de la politique politicienne depuis les années Giscard que on dirait à chaque fois pratiquement des sketchs de Groland. Et je pense qu'il y a aussi quand même à un moment donné le fait qu'il y ait des personnages qui incarnent quelque chose, une intériorité, une volonté. Quand ces personnages-là vont surgir, ça fera la différence. Et si en plus il y a comment dirais-je, l'idéologie n'est pas un très bon mot quand on est marxiste, mais gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale, euh, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans. Parce que moi, je crois beaucoup quand même ce qu'ont du mal à comprendre les jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui sont des militants, qui sont dans le spectacle politique malgré eux, c'est dès qu'on s'adresse à des pères de famille qui travaillent avec femmes et enfants, on est face à des gens relativement raisonnables. Et ça, je disais souvent, regardez ce que c'est qu'une sortie d'usine en France, vous verrez que toutes ces espèces de jeux basés sur le racial pur, etc., ne marchent pas. Bah, c'est la clientèle Rochdy, si je veux dire, hein. On est en fait, ils parlent à des jeunes garçons de la moyenne bourgeoisie supérieure et des jeunes filles qui sont très sensibles effectivement à ça, parce que ça correspond à leur être social. Mais je crois, moi, au sérieux. Et le sérieux, effectivement, la France, c'est la France du travail, c'est la France adulte. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que l'ingénierie sociale a beaucoup focalisé sur les jeunes, sur les femmes, sur les immigrés. C'est-à-dire que tout ce qui empêchait le sérieux politique. Et moi, en fait, le fait que mes vidéos, malgré ma diabolisation, fassent systématiquement 500 000 vues, c'est quand même pas rien, hein. Ça veut dire qu'en fait, il y a des Français qui sont dans le réel et qui se disent, il y a des erreurs qui ont été commises, il y a des choses qu'on n'aime pas. On aimerait peut-être revenir à la France des années 60, mais il n'y a que Superman qui fait tourner la Terre à l'envers. Il va falloir faire un chantier d'intégration, de réconciliation, basé en général toujours sur le travail, hein. Je veux dire, voilà. Si quelqu'un fait sa part de travail, ça commence déjà à devenir acceptable. Et ça, il n'y a pas d'autre chemin, parce que le chemin de la guerre civile, franchement, est absurde. En plus, la guerre civile est toujours l'intérêt d'un tiers, hein. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit, hein. C'est pour affaiblir un pays. Et donc, j'ai quand même relativement, de ce point de vue-là, espoir. Simplement, on est sur un chemin de vérité qui passe par de la souffrance et effectivement une aggravation. Donc il faut faire du réseau, il faut se tenir prêt, il faut aussi avoir de la constance. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ta proposition de 2007, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Je lui dis c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir à la politique. C'est qu'il n'y a pas 36 voies possibles, compte tenu de ce qu'est la France, compte tenu de ce qu'est le droit, de la réalité internationale, etc. etc. Et d'ailleurs, je suis désolé de le dire, mais quand on parle de cet espoir pour la France, il me semble que Poutine, relativement, l'a réussi en Russie, malgré des pièges qui étaient tendus, qui étaient incroyablement violents. Rappelons-nous de la guerre de Tchétchénie, rappelons-nous de l'héritage des années Elstine. Il a fallu quand même surmonter des, des- Elstein. des- des- des-
Oui, et puis cette idée qui me rappelle mon discours de Valmy que j'avais écrit j'allais dire pour De Gaulle, pour Le Pen, qui était en fait se retrouver gaulliste malgré lui à cause de la dialectique de la politique et de l'histoire, et qui est de dire de notre histoire, je prends tout, c'est-à-dire je prends l'étoile rouge de Staline et la dimension sociale, et je prends la grande Russie orthodoxe de la grandeur des tsars. C'est ce qu'a fait Poutine et ça marche quand même relativement, hein. Voilà. Et en France, il faudra être poutinien. Et je pense que c'est la seule solution et qu'elle deviendra progressivement, par l'aggravation de la crise, une forme d'évidence. Voilà. Et après, il y aura toujours les salopards, les traîtres, les vendus, les cons, les excités, mais qui seront progressivement, à mon avis, marginalisés. Parce qu'en plus, aujourd'hui, le pouvoir est un pouvoir autoritaire et brutal, mais très marginal sur le plan de la légitimité et même de la quantité. On est dans une dictature, en réalité. Et ouais, puisqu'on parle de ça, il y a quelqu'un qui m'a frappé là, c'est le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Et en fait, il a été interviewé par Apolline de Malherbe, donc qui a dit qu'il a désigné comme un racisé. Il a rejeté le terme. Il parle avec beaucoup de clarté, beaucoup d'intelligence. Il est père de 4 enfants. Pareil, il était accusé sur un plateau de BFM TV, en gros, d'être un trafiquant de drogue, parce qu'il y a beaucoup de trafiquants de drogue à Seine-Saint-Denis et qu'il y en aurait eu dans ces manifestations. Il a répondu pareil avec beaucoup de calme. Et il est à suivre. Moi, je préférais l'avoir comme candidat, c'est ce que j'ai mis sur X, je préférais l'avoir comme candidat LFI en 2027 plutôt que Jean-Luc Mélenchon qui déteste la France. Donc ça, c'était au passage, je pense que c'est quelqu'un qu'il va falloir suivre. Alors, il y a un problème par rapport à ce que dit Alain, c'est que la Russie est un pays multi-ethnique, multi-confessionnel, mais il n'y a pas de déraciné. Et surtout, il n'y a pas eu des profs gauchistes qui ont expliqué à des populations qui venaient d'arriver que, en fait, même si elles étaient accueillies dans des conditions bien meilleures que du pays d'où elles venaient, ils ne devaient rien à la France ni aux Français parce que c'était normal, parce que la France les avait colonisés, comme si Jean-Léon, 35 ans ou 40 ans, il était pour quelque chose parce que Jules Ferry a voulu coloniser l'Afrique au nom des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Et donc ça, en fait, donc on a 2 problèmes en France. Un, ce sont des déracinés, et 2, il y a un discours de haine vis-à-vis de la France, puisque la gauche en fait prépare, encore une fois, comme le disait Alain, la guerre civile. Donc ils veulent absolument pas qu'il y ait une seule chance que ces gens-là s'entendent bien avec leurs voisins, finalement. Et puis un troisième point aussi, c'est au niveau culturel, c'est-à-dire le communautarisme. Le modèle, c'est le rappeur. Le modèle, c'est pas Alexandre Dumas, qui était un métis, je le rappelle. Le modèle, c'est le rappeur. Il faut ressembler à un rappeur. Et évidemment, ça fait que... Oui, ça fait une sacrée pente à remonter. Mais moi qui étais... Il va falloir ramer quand même. Ah ouais, c'est sûr. Mais moi qui étais sur le terrain avec Dieudonné, et si vous regardez Misère du désir, chapitre 4, c'est 2004, j'expliquais déjà que le Parti socialiste faisait tout pour amener à la catastrophe en banlieue, même en instrumentalisant une réislamisation, en allant chercher le pire islam rétrograde plutôt qu'un islam qui aurait eu un lien historique avec l'islam de ces gens qui venaient du Maghreb, je le rappelle, et qu'on est allé chercher l'Arabie Saoudite et le Qatar pour faire venir des types bien radicaux, etc. Tout a été fait pour pourrir la situation. Ça, moi, voilà, je l'ai vécu, je l'ai dénoncé. Donc, ça va être effectivement très dur, mais il y a une réalité indépassable, c'est que la France a été une nation impériale, hein. C'est son épopée coloniale. Aujourd'hui, de fait, elle est un empire national, c'est-à-dire qu'elle a intramuros, dans une nation en difficulté, des gens qui sont la conséquence de son passé colonial. Alors évidemment, Julien Drey a travaillé pendant des décennies à faire en sorte que ça se passe le plus mal possible pour que sa petite communauté puisse régner par la division. C'est exactement ce à quoi a servi SOS Racisme et son histoire. Mais toujours pareil, la politique est toujours faite par des petits nombres et des élites, hein. La masse finit toujours par suivre. Et effectivement, il va falloir compter sur des personnages de valeur. Et surtout, il va falloir, ce qu'on faisait avec Dieudonné à l'époque, hein, moi j'étais déjà en position, c'est chercher ces personnages de valeur et dialoguer avec eux. Parce que finalement, quand le dialogue s'établit, souvent, on découvre qu'on a les mêmes valeurs, et finalement quelque part les mêmes ennemis, et pour pas dire même les mêmes persécuteurs. Alors évidemment, c'est un travail de pèlerin,
ça va être difficile. Malheureusement, ceux qui devraient le faire, ce serait plutôt aujourd'hui les mecs des LFI, mais ils ont pas la fibre, ils n'ont pas vraiment la formation. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'un type comme Mélenchon, qui joue sa survie et qui a tellement été trahi par son propre camp, il a les moyens de comprendre ce genre de truc. Et ça, moi, je crois qu'à l'intérieur du RN, il y a encore des gens qui sont sur la ligne canal historique FN-Le Pen. Et la ligne canal historique FN-Le Pen, c'est la ligne Soral. Et à LFI, il y a aussi des types qui sont là pour des raisons assez honorables, tu sais, de ce Français un peu antiraciste, de gauche un peu gentil, qui peut comprendre la manipulation et qui finalement les a manipulés, trahis, humiliés, etc. Et comme on n'a pas le choix, je me dis qu'il faut aller chercher les meilleurs de ce camp-là, les meilleurs de ce camp-là, parce qu'en réalité, sur le plan de l'analyse sociale économique, ces gens-là ne sont pas si différents. Les différences se font beaucoup sur des questions sociétales, en réalité. On est face quand même globalement à des gens qui sont face à une crise économique très importante et qui pensent quand même que leur avenir est de rester en France, dans une France qui serait relativement agréable à vivre. Parce que les autres, moi j'en connais plein, hein, des types des franco-marocains notamment, qui eux sont partis à Dubaï déjà, dans les Émirats, où là ils ont un avenir. Hein, alors après, il y a aussi... Comment? Ils avaient, oui, parce qu'à cause de Trump, c'est un peu remis en question. Mais ça aussi, ça leur fait prendre conscience, finalement, qu'ils arrivaient là-bas avec la chance d'être français, qui était une valeur ajoutée. Ils pouvaient faire une réussite économique assez rapide. Et puis que là, c'est tout remis en cause, une fois de plus, par le sionisme, quoi. Donc tant mieux, ça aide. Et puis après, il y a cette autre question aussi, qui est une question assez subtile, que l'idée du co-développement. C'est que si on veut à un moment donné qu'il y ait de la remigration, elle ne peut pas se faire par la violence et la menace, il faut qu'il y ait des gens qui sont mal en France et qui ont leur pays d'origine est à développer, et de comprendre que si on met en place de la coopération, c'est-à-dire qu'on envoie nos ingénieurs chômeurs et qu'on investit un peu pour créer des écoles de formation là-bas, avec un échange qui peut se faire assez facilement, matières premières, produits finis, etc., il y a moyen de redévelopper de manière, je dirais, positive et généreuse, quelque chose effectivement que certains pourraient qualifier de néocolonialisme, mais en fait c'est ce qu'on appelle le co-développement. Et en fait, ce que tu dis Alain, c'est un petit peu la France, si tu l'aimes pas, tu la quittes, de Sarkozy, quoi. C'est une version. Non, c'est la France si tu l'aimes. Non, c'est la France si tu ne l'aimes pas, tu vas retourner chez toi et on va t'aider à développer ton pays, parce qu'effectivement il y a ce qu'on appelle la francophonie, hein, ça existe. La France, elle a deux axes. Elle a un axe sud qui s'appelle la francophonie, où il y a des tas de pays qui, même s'ils disent qu'ils ne nous aiment pas, parlent notre langue et pratiquent le droit français, c'est important, hein, et ont été construits sur le modèle de l'État-nation français. Là, il y a un type qui était très bon, là, qui s'appelait Larebière, qui expliquait ça très bien. Et puis on a l'axe Est, Paris, Berlin, Moscou, hein, la France et la Grande Europe. Et en fait, on a ces deux axes. Il n'est pas question de choisir l'un plutôt que l'autre. On a un axe francophone sud et un axe Est-Europe. Et en fait, il faut être à un moment donné un vrai politique. C'est-à-dire, voilà, quelles sont les qualités de la France, quelle est la situation présente, avec de l'énergie, un corps fonctionnaire authentique, hein, avec un État stratège, etc., une main tendue mais ferme. Il y a peut-être moyen, en 30 ans, hein, il faut 30 ans, il y a peut-être moyen de refaire une France qui pourrait à nouveau être prospère sur ses qualités qui sont énormes. Je veux dire, la France, j'ai expliqué dans mon avant-dernier livre, là, Comprendre l'époque, que ce qu'on appelle les idéologies mondes, il y en a 5, hein, et l'universalisme français en fait partie. Hein. Voilà. Donc, la politique, c'est l'espoir, par définition. Sinon, on écrit des poèmes, on fait Sioran, on rate son coup en Roumanie, puis après, on pleurniche chez Gallimard, tu vois. Mais la politique, c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est dire, t'arrives sur un chantier, tu vois, où on te file une entreprise à redresser, et tu te dis, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait? Tu relèves tes manches, tu fais un audit sérieux, tu te mens pas à toi-même, et puis tu lances des estafettes, parce que moi, des estafettes, j'en ai partout, des types d'origine ceci, d'origine cela, de gauche, de droite, etc. Et je dis, toi, qui est respectable et donc respecté, tu vas aller parler avec ceux-là, toi tu vas aller parler avec ceux-là, et peut-être que comme ça, on arrive à quelque chose. De toute façon, sinon, je vois pas. Je vois pas, sinon, à part la déploration, la BAD, la base autonome durable, l'expatriation, effectivement, qui est un choix. Je vois pas d'autres solutions. Et moi, ce chantier m'intéresse, me passionne, et j'y pense en réalité depuis le début des années 2000. Je savais qu'on en arriverait là où on est aujourd'hui, et je sais même on va encore descendre encore un peu plus bas.
Et ça, je le sais depuis le début des années 2000, pour ceux qui savent me lire, hein. Alors, Xavier, on ouvre un grand parti patriote nationaliste. Comment on arrive à fédérer les LFistes qui pensent bien à l'international mais qui n'aiment pas la France, des patriotes plutôt de droite mais qui, eux, aiment la France mais pensent très très mal la politique internationale. Comment on arrive, Xavier, un petit peu à refusionner? Malheureusement, je pense qu'encore une fois, il faudra toucher le fond économiquement pour qu'on s'aperçoive que tout le système qui existe aujourd'hui n'est pas viable et que donc c'est une accumulation de mensonges et que on va se retrouver finalement par exemple, le clientélisme de la ville de Paris dont on parlait ne sera plus possible parce qu'il y aura plus d'argent. Donc en fait, il faudra un choc de liberté d'expression, liberté d'entreprendre, vraiment combattre en fait l'idéologie par la liberté, ce qui est une spécificité française, hein. Je le dis souvent, 1315, Louis X le Hutin publie un décret dans lequel en gros il met fin au servage parce que l'homme a fait parce que Dieu a créé l'homme libre. Voilà. Donc nous on n'a pas attendu comme la plupart des pays en Europe le 19e siècle pour mettre fin au servage. Donc la liberté c'est dans notre génétique et donc il faut revenir à ce que nous étions, c'est-à-dire un peuple libre. Et la Révolution française n'a pas fait de la France un peuple libre. Le 4 août, c'est pas la fin des privilèges, c'est la transmission des privilèges à la caste que j'appelle la gauche bourgeoise. Donc il faut revenir, encore une fois, il faut refaire de la France un pays libre. Et puis après, effectivement, il faudra travailler et aller chercher les gens, oui, au niveau local. La vérité est plus forte que le mensonge, en fait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où, on le voit très bien, pour moi, bon, c'est les grandes chaînes de télé le montrent, c'est-à-dire que la vérité est considérée comme le mensonge, que la force est la même. Donc et donc quand comme c'est des gens amoraux, ils disent l'un ou l'autre, ça leur est égal. Mais moi, je pense que la vérité est plus forte que le mensonge, qu'elle est automotrice et qu'il suffit de la dire une fois, il n'y a pas besoin de le répéter 1000 fois, contrairement au mensonge, et qu'elle l'emporte. Donc voilà. Et après, pour agir sur le terrain, Alain sait quelque chose parce qu'il a monté un réseau assez incroyable. J'ai pu le vérifier dans mes différentes conférences. Et t'as vu le public, t'as vu la diversité de notre public. Pour les gens qui disent qu'il y a soit que des musulmans, soit que ceci, soit que cela, on a vraiment un public de Français moyens, quoi, hein, dans nos conférences, là. Non, mais moi, je le vois, par exemple, parmi les businessmen à Moscou, puisque c'était plutôt jusqu'en 2022, moi, j'étais à la chambre de commerce, etc. C'est plutôt mon milieu. Tiens, ouais, en fait, je t'ai découvert sur égalité réconciliation. Tu penses quoi de Soral? Donc, en fait, voilà, il faudra appel à toutes ces gens de bonne volonté. Et on sortira du fond de l'abîme, comme dirait le général de Gaulle, hein, fond de l'abîme, hein, quand on y sera, et tout deviendra plus bien. Moi, je suis catholique, donc et français toujours. Donc, je pense que la France a un rôle spécial dans le plan du bon Dieu. Donc on va s'en sortir. Mais et puis la France est un pays riche, climat tempéré, agriculture assez prospère sans trop travailler. La France a été bénie des dieux, je rappelle. Ouais. On a des océans, des mers, on a tout ce qu'il faut, on a de l'eau, on a 4 saisons. Il fait pas moins 20 en hiver et plus 50 en été comme dans certains pays. Je veux dire, la France Non, mais moi je parlais dans la Corée du Nord, par exemple, tu vois, où il y a 2 saisons et tu passes de plus 30 à moins 15. Ça joue quand même, hein, ça joue quand t'as des La Corée du Nord, la Corée du Nord, dont le président vient aujourd'hui d'être élu à 99,97%. Félicitations à lui, c'est un très beau score. Et le problème, c'est qu'il le mérite. C'est ça que tu comprend pas parce que tu n'y es pas allé. Je dis pas. Les Coréens du Nord, ils sont 25 millions. Ils ont la bombe atomique. Trump est venu leur lécher le cul. Hein, il fallait la guerre comme à l'Iran. Ils tiennent en respect les Japonais, les Sud-Coréens et les Chinois par un jeu subtil d'équilibre. Je peux te dire que si tu vas te balader à Pyongyang, il n'y a pas un papier par terre, les enfants sont souriants, ils sont tous en uniforme comme les petits collégiens anglais. Tu rentres dans le métro avec ta gueule de colon américain, ils se lèvent tous pour t'offrir une place assise, comme il en était de la Sparte qui se moquait d'Athènes, la dégénérée. Tu vois, moi j'y suis allé plusieurs fois. Je veux dire, j'ai été impressionné. Alors après, on peut dire qu'il y a un coût pour en arriver là, mais j'ai été impressionné par la Corée du Nord. Il paraît qu'en Corée du Nord... Il paraît qu'en Corée du Nord, tu ne peux pas être condamné si tu n'as pas eu un procès. Contrairement à la France.
Ça te fait Contrairement à la rêver, ça, France. Xavier. Je pense qu'un citoyen français n'a le droit de ne juger aucun régime, ni le régime iranien, ni le régime nord-coréen. En fait, il faut la fermer, quoi. Non, puis Vu surtout, l'état il faut dans y aller lequel on est. voir. La règle, c'est de y aller voir. Moi, j'ai une règle, c'est il faut limiter les intermédiaires. Tout ce qui nous met dans la merde, c'est l'intermédiaire. Et il y a quand même des gens dont être intermédiaire est, comment dirais-je, l'essence même, tu vois? Hein? Et ben en fait, l'intermédiaire, c'est toujours ce qui fait que ça coûte plus cher. C'est toujours plus c'est que tu sais pas ce que pense vraiment le type que avec qui tu dialogues avec un intermédiaire. Le secret, que ce soit en affaires ou même humainement et politiquement, il faut limiter les intermédiaires. Si à un moment donné, c'est le travail que j'ai fait avec Dieudonné en banlieue, Le Pen avait pu aller parler directement à des types des cités sans passer par Julien Drey, on serait pas dans la merde où on est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Alors, Alain, justement, alors je vais être un peu taquin. Tout à l'heure, vous avez dit Bardella fait du Soral. C'est une très bonne chose. Ceci étant, heureusement, Soral ne fait pas du Bardella. On a aujourd'hui, Xavier et Alain, des gens qui vous suivent. Vraiment beaucoup de gens qui vous suivent. Et en même temps, ces gens finissent par voter justement Bardella. Comment c'est possible? Non, bah non, ces gens votent pas. En fait, il faut pas oublier qu'il y a 47% des gens qui n'ont pas voté. Et moi, je pense que tous les gens qui sont sauf les gens qui sont dans une petite localité, hein, un petit patelin et qui ont voté pour le type qu'ils connaissent, qui fait à peu près bien son boulot, etc. Mais moi, j'ai pratiquement jamais donné de consigne de vote. Je crois que j'ai voté 2 fois dans ma vie, c'est pour Le Pen, justement parce qu'on m'avait dit que c'était une faute de goût. Donc, je l'avais fait en plus presque pour des raisons esthétiques. Et ça me serait même pas venu à l'idée, si j'étais encore parisien, de voter, parce que j'aurais voté pour qui? Enfin, j'avais pas de candidat, quoi. Donc, moi, je regarde, j'analyse, et je vois surtout que tout est fait pour que rien ne bouge fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux partis disqualifiés depuis des décennies qui s'appellent la droite, soi-disant républicaine, et la gauche, soi-disant socialiste. Et puis Macron qui se maintient au milieu, et puis deux partis qui sont un peu radicalisés, un par son sionisme extrême, et l'autre par son supposé islamisme, voilà, ou cause palestinienne. Et en fait, tout ça fait un espèce de truc qui produit de l'immobilité politique assez totale. Donc bon, après, qu'est-ce on va gloser sur le désistement de Sarah Knafo pour Rachida Dati, de savoir si ça va suffire à faire basculer Paris à droite, et ça suffira pas, mais on sait qu'ils vont quand même garder toute la rive gauche, et la rive gauche et l'ouest parisien, tandis que les autres vont prendre la rive droite et l'est. Enfin, je veux dire, c'est déjà écrit, quoi. On n'en a rien à faire, en fait, on n'en a rien à faire. Non, mais Alors, Bardella, dernier point. encore une fois, le problème, c'est que quand tu regardes un peu les élites que nous impose l'Union européenne, en fait, c'est toujours le même modèle. Donc, on parlait des young leaders. Tu vois, par exemple, c'est des gens plutôt beaux. Tu vois, Sanna Marin en Finlande est plutôt joli. Kaja Kallas, pas trop moche non plus. Donc, à part Bardella, avec un anglais parfait, et creux. Et c'est ça. Et en fait, c'est des espèces de fonctionnaires qui sont nommés et c'est des mecs qui font du média training, en fait. C'est média training toute la journée. Et on a vu ce moment assez incroyable, c'est-à-dire que c'est au moment du Groenland. Donc Trump veut s'emparer du Groenland. Et donc là, ça sortait un peu des média training de Bardella. Et on lui dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, donc ça commence, il faut arrêter d'être naïf. Ok, bien, Jordan. Il faut être fort. Ok, il faut être unis. Ok, super. Mais tu vois, dire, il faudrait peut-être réfléchir à sortir de l'OTAN, même si c'est pas au programme. Une idée un peu originale, qui fasse en plus, c'est plutôt pas mal dans leur vision des médias, c'est-à-dire qu'ils fassent le buzz, etc. Effectivement, on peut pas rester dans une alliance où il y a un des pays qui a envie d'envahir l'autre. C'est pas possible. Et en fait, c'est-à-dire que dès que ça sort du média training, en fait, il y a syntaxe erreur, quoi. Enfin, maintenant, c'est erreur 404. Syntaxe erreur, c'est un moi qui ai un peu bossé aussi dans la politique, bon, déjà, je rappelle que depuis Tony Blair, la formation qualifiante des élites politiques supérieures, c'est l'atelier théâtre. Hein. C'est des gens qui... N'oublie pas Macron était atelier théâtre avec Brigitte Zelensky. Donc, ce sont des acteurs. Le premier étant Reagan, je rappelle, Reagan qui est président acteur. Donc ce sont des gens, un acteur c'est quelqu'un en général qui lit le texte d'un autre, qui est un scénariste, et quand on lui demande de parler pour lui-même, on voit que c'est un con.
En général, un acteur, c'est voilà, il avait de l'épaisseur, il serait autre chose qu'acteur. C'est un type qui est là pour porter un personnage. Donc aujourd'hui, on sait qu'on n'a que des acteurs. On sait que la formation qualifiante pour arriver à être candidat politique, c'est un système de filtre qui fait que si tu as réellement quelque chose à dire, quelque chose à faire, tu as été éliminé depuis longtemps. Tu n'es pas arrivé, ta tête n'est pas sur l'affiche, tu vois ce que je veux dire? Elle est plutôt sur le bio, tu vois. Donc, on sait déjà que voilà, que ça peut pas fonctionner comme ça. Alors après, il y avait les solutions comment il s'appelle, à la Étienne Chouard, qui sont intéressantes, hein, qui nous expliquent tout ça. Mais bon, en gros, pour l'instant, on regarde le système se décomposer et s'effondrer. Il faut s'en amuser d'une certaine manière parce que je pense que l'humour est important. Il y a aussi une tradition française de quand même continuer à en plaisanter quelque part. Ça marche bien le rire, la moquerie. C'est une vraie tradition française, la caricature, etc. Et puis, effectivement, jouer sur le fait qu'à un moment donné, il y aura un point forcément de bascule parce que trop, ça sera trop. Et là vont sortir des personnages qu'on n'aura jamais vus ou qui sont quoi, des capitaines et pas des généraux otanesques qu'on a vus pour nous expliquer la victoire inéluctable de l'Ukraine dans la guerre. Et ça se passe par les circonstances. C'est vrai qu'on peut imaginer Bonaparte sans la Révolution française est strictement impossible. Et même De Gaulle, à un moment donné, voilà, il prend son destin en main. Il est quand même pas grand-chose, hein, il tente un coup de poker, de bluff, intelligence politique, sens de la stratégie, et l'air de rien, ça fait un destin. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas De Gaulle pour des tas de raisons, parce que c'est compliqué, mais l'air de rien, entre 58 et 68, la France se portait pas mal, et De Gaulle avait une vision. Et c'est quand même la dernière fois où on a pu être fier d'être français, c'est quand même sous ce De Gaulle-là, hein. Donc moi, c'est de celui-là dont je parle, hein, qui d'ailleurs avait remis un peu Israël, qui trônait au milieu du salon sous la 4ème République, qui avait essayé un peu de les calmer dans leurs ardeurs, hein. C'était un des marqueurs. Ce qu'on a appelé après la politique arabe du Quai d'Orsay, qui était juste une politique équilibrée dans l'intérêt de la France, hein. Donc, voilà, il faut se tenir prêt d'une certaine manière. Il faut se maintenir en forme aussi, c'est important, parce qu'il y a un côté, c'est physique la politique aussi. Il faut se former, il faut former des gens. Il faut être habité par quelque chose qui suscite quand même le respect et l'empathie. C'est aussi, c'est ça aussi, hein. Xavier, par exemple, Xavier, il y a quelque chose qui marche très bien chez lui, c'est qu'il incarne vraiment l'honnête homme de droite. Moi, je ne suis pas tout à fait de son monde. 5 enfants, à la messe tous les dimanches, mais ça, tu te dis, ce type-là, voilà, on peut discuter avec lui, c'est du solide, quoi. Et il y a ce genre de personnages, il y en a dans tous les milieux, hein. L'artisan qui tient debout, l'ouvrier qui tient debout, le patron de PME qui tient debout. Je sais pas, même il y a des tas de modèles de Français qui tiennent debout, et il faut que ces gens-là se parlent, et il faut effectivement faire l'effort, hein, faire l'effort d'aller au contact, de sortir de sa zone de confort, et de se rendre compte que finalement, il y a des choses à faire ensemble. Et ça va venir parce que de jouir de la catastrophe et de jouir de l'effondrement est une position snob, de privilégié d'ailleurs, parce que ça veut dire que le monde ne vous tombe pas directement. C'est ce que je dis. Trouver que le monde qui s'effondre est un spectacle, c'est parce que ce monde ne te tombe pas sur la gueule. C'est pour ça que c'est un spectacle. Mais quand il te tombe sur la gueule, t'as pas envie de trouver ça spectaculaire et beau à regarder, tu vois. Et avec l'affaire Epstein, on voit bien quelles sont nos élites. C'est des élites pour qui le pouvoir est le pouvoir de faire le mal. C'est des gens qui jouissent de détruire, hein. C'est devenu chez eux une sorte de religion étrange, hein, qui va chercher à 2-3 endroits, qu'on peut qualifier de sataniste si on veut pas s'attirer d'ennui ou même exagérer. Et on a quand même à la tête de l'Occident dégénéré ces gens-là, il faut pas oublier. Et quand les gens prennent conscience que ces gens-là sont ces gens-là, on peut se mettre à prier pour eux, hein. On est très, très, très près du lynchage, hein.
Et Alors là, justement, on est... puisqu'on parle, Alain, puisqu'on parle, alors Xavier est en train d'essayer de reconnecter son ordinateur. Il y a eu, on est à Moscou, il y a beaucoup de brouillage pour expliquer aux gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de brouillage à Parce que cause c'est la des guerre. potentielles attaques de drones. C'est la guerre, donc des fois on a des déconnexions totales. Allez, Xavier est en train de faire le maximum pour revenir. Alain, justement, vous parliez, alors là c'est très intéressant, du fait qu'il va falloir aller chercher dans cette société civile finalement les acteurs du renouveau de la France. C'est ce qu'on a essayé un petit peu aux États-Unis avec Donald Trump, qui était un acteur venu initialement du civil, qui était aussi lui aussi un acteur tout court, puisqu'il s'est fait connaître notamment, alors lui c'est même plus qu'au cinéma, il s'est fait connaître Télé-réalité. grâce à la télé-réalité, effectivement. Oui. Enfin, il s'est pas fait connaître grâce à ça, mais en tout cas, ça a relancé fortement sa carrière à un moment où il était vraiment dans le creux. Donald Trump, et justement, et là on revient à la période Epstein dont vous parlez à l'instant, Donald Trump marque ses limites très clairement politiquement aux États-Unis. On se rend compte que il a été complètement absorbé par ce deep state, cet état profond. Voilà. Est-ce que c'est jouable donc? Alors moi, j'ai une analyse un peu paradoxale. Je me dis que Trump le fasse exprès ou pas, tout ce qu'il fait en ce moment de manière un peu catastrophique finit par conduire à accomplir le projet pour lequel il avait été élu. Parce que finalement, chaque fois qu'il aide son meilleur ami Netanyahou, qu'on n'a d'ailleurs pas vu depuis un moment, là, qui est peut-être soit blessé, soit mort, chaque fois qu'il aide son ami Netanyahou et sa seconde patrie Israël, ça se passe mal pour Israël. Et je me dis, soit Dieu comment dirais-je, a une vision, soit c'est ce qu'on peut appeler la dialectique de la raison, soit peut-être que Cosette finalement a raison, mais en tout cas, quand tu vois que Trump avait décidé de lutter contre l'État profond, on va dire en fait le pouvoir néoconservateur américain, qui est quand même assez marqué et qui a une vision du monde impériale qui affaiblit l'Amérique, hein, c'est choisir l'empire contre l'Amérique intérieure de manière tellement poussée qu'aujourd'hui il faut faire des choix entre les deux, hein. Et Trump, c'était quand même sa vision et ce pourquoi il a été élu et son programme. On ne s'est pas trompé. Il y avait des tas de signes et de mots pour le comprendre. Et il se trouve que aux affaires, il a été, on va dire, rattrapé par la puissance de cet État profond. Et là, est-ce que sa stratégie, ou si c'est pas sa stratégie, c'est presque Hegel qui le fait pour lui, c'est que finalement de servir d'accélérateur à la stratégie impériale, on va dire israélo-néoconservatrice, n'est pas le meilleur moyen de lutter contre elle. Alors que pour moi, le plus dangereux quand on veut lutter contre cet impérialisme, c'est de faire ce que finalement faisait Obama, c'est de faire semblant de croire qu'il y aura un jour deux États, un État palestinien, un État israélien, de faire semblant de croire que les négociations de paix amènent à quelque chose, alors qu'Israël se sert de ça pour avancer, je veux dire, de façon un peu sournoise, chaque jour un peu plus. Et finalement, de les accompagner contre la guerre du gros morceau de leur projet du Grand Israël qui était l'Iran, parce qu'on sait que dans leur stratégie de destruction de tout ce qui s'opposait à eux, le dernier gros morceau, c'est l'Iran. Est-ce que de les accompagner dans cette guerre n'est pas finalement le seul moyen, compte tenu de la réalité, de finir par gagner en les aidant à perdre? Et ça, je ne dis pas que Trump a cette vision-là. Et s'il avait cette vision-là, ça veut dire qu'il y a eu deux sacrifiés dans cette guerre. Ramenei, l'ayatollah Ramenei, qui a décidé de mourir à son bureau pour aider à ce que son peuple marche uni derrière dans cette guerre. Mais est-ce que d'une façon ou d'une autre, Trump n'est pas le deuxième sacrifié dans ce conflit, dont l'objectif est quand même de libérer le monde du satanisme israélien, je dirais, parce que c'est quand même ça le seul objectif valable, et c'est peut-être en train de se passer. C'est ça qui est assez étrange, c'est que plus ce conflit dure, plus on comprend que c'est Israël qui domine l'Amérique contre les intérêts de l'Amérique, plus si on met de côté la gauche Soros, qui de toute façon est antiraciste, pro-palestinienne, et n'est pas un acteur majeur aujourd'hui, puisqu'ils sont pris dans le LGBTisme, qui est une idéologie de mort, donc on va dire que quelque part ils sont hors du jeu d'une certaine manière. Le combat aujourd'hui se passe entre néoconservateurs et néoconservateurs. Et en ce moment, on voit bien que à cause de cette évidence que Trump s'est fait tordre le bras par Netanyahou, que l'Amérique fait une guerre qui n'est pas dans son intérêt, qui n'était pas le projet pour lequel Trump a été élu, et qui en plus risque d'être perdu, de déshonorer l'Amérique, de foutre un énorme bordel au Moyen-Orient, où déjà l'Amérique est souvent mal vue et est obligée d'être très présente militairement, alors qu'en fait, comme je le dis souvent, ce qui coûte le moins cher dans le pétrole, c'est de l'acheter.
Donc le reste s'explique jamais par le commerce, mais s'explique par la géopolitique. C'est-à-dire d'empêcher, en fait, la puissance de l'Empire continental qui, s'il fait son unité, est supérieure à la puissance maritime. Et d'ailleurs, la guerre qui se passe en ce moment, d'un point de vue géopolitique, c'est sans doute la dernière agression maritime contre la réalité continentale, et c'est le moment où l'Empire maritime va perdre. Hein, parce que c'est ça qui se joue. Et cet empire continental, le choc se fait sur l'Iran, mais derrière, silencieusement, mais efficacement, il y a quand même la Chine, il y a quand même la Russie qui a intérêt à ce que cet empire maritime cesse de faire sa domination par de la piraterie, qui est une piraterie de plus en plus évidente. Depuis 1945, il y avait encore cette idée du plan Marshall qu'on peut encore accepter, mais depuis Bretton Woods, on voit que c'est imposer une monnaie qui ne vaut rien par de la menace militaire systématique qui finalement se paye sur de la prédation. Donc c'était un système profondément vicieux que les élites ouest américaines ont comprise, à mon avis. Ils savent très bien qui est responsable du déclin de l'Amérique, que tu lises Todd ou que tu lises Mersheimer et Walt ou que tu lises même Soral. Je rappelle demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, où je dis bien que pour que ça bouge, il faudra que ça bouge aux États-Unis d'abord. C'est dans le livre. Hein. Et quand je vois aujourd'hui Nick Fuentes, je me dis, c'est en train de bouger parce que ça bouge en Amérique. Et ce qui bouge en Amérique finit par bouger en France. Alors, C'est ben pour ça qu'il y justement, a... c'est le passage de main que vous me faites est excellent. Xavier, on a parlé tout à l'heure de la résistance, on a parlé longuement de la résistance pour la France. Parlons de la résistance mondiale. Alors, on va parler forcément des États-Unis, de ce qui se passe politiquement. La résistance mondiale, c'est quoi? C'est la Chine, c'est Poutine et la Russie, c'est les BRICS d'une manière générale, ou pas tant que ça finalement? J'utiliserai pas le terme résistance parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, c'est eux les plus puissants. Oui, Les 4 premières économies mondiales en parité de pouvoir d'achat, c'est dans l'ordre la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Le Japon mais c'est pas arrive faut plus dire le Sud global, en fait, c'est la majorité mondiale ouais. contre l'Occident dégénéré, piloté par les États-Unis, qui eux-mêmes sont pilotés par une petite communauté très puissante, qui domine par la corruption, c'est les PAC, par la menace, c'est l'Anti-Defamation League, et par on va dire, un noyau de suiveurs un peu abrutis, qui s'appellent les évangélistes chrétiens sionistes. Hein. Et c'est ça qui est en train de bouger en ce moment, puisque en fait, ces chrétiens sionistes qui étaient en fait très très puissants chez MAGA, et qui sont cette droite patriote qui pense qu'être patriote américain, c'est défendre coûte que coûte Israël contre ses soi-disant ennemis et persécuteurs, ce réseau est en train de s'effriter, voire de se retourner. Et en fait, l'EPAC a besoin de cette deuxième étage de la fusée. L'EPAC, c'est vraiment de la corruption, comment dirais-je, d'édiles, mais derrière, il y a ces dizaines de millions de chrétiens sionistes qui étaient très bien incarnés par Charles Kirk, et qui sont en train de basculer avec Fuentes, d'une certaine manière. Et là, on est dans la grande politique, parce que si les États-Unis bougent, tout va bouger. Et là, on revient au projet initial que je rappelle de Trump, qui avait une certaine cohérence, c'était la doctrine Monroe. C'était, nous renonçons à être un empire monde parce que nous n'avons plus les moyens et que ça ruine l'Amérique intérieure, et nous redevenons une nation continentale. Et là, ça rendait crédible Trump qui disait je veux le contrôle du Canada, du Mexique, du canal de Panama, même un peu surveiller le Groenland parce que c'est la route du Nord. Là, on pouvait. Et là, les Chinois et les Russes disaient on est d'accord, nouveau partage du monde, tu nous fais pas chier dans la mer de Chine, tu nous laisses reprendre le Donbass. Là, on était dans une cohérence. Avec la guerre contre l'Iran, on est passé dans quelque chose qui est totalement inexplicable, autrement que par de la corruption, de la soumission. Alors on peut parler peut-être de dossier Epstein, mais moi je savais que plutôt que Trump était un des moins impliqués dans l'affaire Epstein par rapport à ses concurrents politiques de gauche, notamment les Clinton, etc., etc. Donc peut-être il y a quand même quelque chose de suffisamment grave dans ce pays américain qui est un pays schizophrène, hein, puisque c'est un pays puritano-pornographique, hein, l'Amérique, ou pornographico-puritain. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'on a sur Trump, avec des mannequins, tu sais, des mannequins de Victoria's Secret, tu sais, qui ont l'air d'avoir 18 ans, mais qui en ont 14, il faut regarder les défilés de Victoria's Secret quand vous allez dans les aéroports. Hein. C'est quand même de la pédophilie déguisée. Est-ce que Trump est suffisamment pris là-dedans pour que ça le terrorise? Ou est-ce que, qui est la théorie un peu que j'aime bien moi, parce qu'elle est presque délirante, mais elle est d'une grande beauté, est-ce que Trump ne se sacrifie pas
en faisant à Netanyahou du super Netanyahou, finalement, pour se débarrasser d'Israël, à les pousser, à aller jusqu'au bout de leur hubris. Puisque de toute façon, même si on est un peu religieux, on sait qu'au bout, ils perdent, faut pas oublier. Donc en fait, il faut accélérer l'histoire d'une certaine manière. Et on est bien dans une période de dévoilement, dont le terme, je crois, religieux est apocalypse, je crois, non? On est dans cette période. Et est-ce que Trump ne joue pas un jeu d'accélérateur dans cette affaire? Ben justement, Xavier, De quelle est ta fait, c'est vision? ce qui se passe. De fait, c'est ce qui se passe. Est-ce que tu vois, côté américain, éventuellement, Xavier, peut-être un courant de résistance qui pourrait renaître sur les Oui, moi promesses je vois, on américaines? a eu quand même la démission de Joe Kent, qui était le chef de l'antiterrorisme et qui est un guerrier, hein. Il a fait 8 opérations. Sa femme aussi était une femme soldat qui est morte en Syrie, je crois. Il a 2 enfants. Bah, je veux dire, ce serait mon ami si je le connaissais directement. Et lui, il vient de donner sa démission parce que c'est pas pour ça qu'il a été élu. C'est pas pour que l'Amérique, une fois de plus, rentre dans une guerre dont on ne sait pas quand elle va terminer. Et surtout, il ne s'agit pas de défendre la patrie. Il faut bien comprendre que la différence entre l'opération militaire spéciale russe et américaine, c'est que pour les Russes, le Donbass, la Nouvelle-Russie, c'est la Russie. Et les gens qui étaient persécutés et tués, c'était des Russes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très bien accueillis. Il n'y a quasiment pas d'acte de résistance dans les 65 000 km² que les Russes ont récupérés depuis 2022. Il y a pas il y a plus d'actes de terrorisme sur le territoire russe d'avant 2022 que dans les nouveaux territoires. Donc je pense qu'il y a un mouvement de fond, quoi qu'il arrive en fait. C'est exactement. On peut faire un parallèle avec la Roumanie, même s'ils ont truqué les élections, même si Macron a déployé la DGSE pour truquer l'élection en Roumanie. La réalité, c'est qu'il y avait une majorité de Roumains qui voulaient élire un nationaliste. Un vrai nationaliste comme nous, c'est-à-dire qui veut le mieux pour son peuple et pour son pays, c'est-à-dire surtout pas la guerre, une guerre qui ne nous concerne pas. Donc il y a toute une partie de l'Amérique qui est prête à mourir pour la patrie, mais pas pour des opérations impérialistes qui ne la concernent pas. Donc oui, cette résistance, elle est là, elle est même bien plus puissante qu'en France parce que finalement, Trump est arrivé au pouvoir avec elle. Moi, ce que je pense, c'est que Trump a été abusé par les services secrets, par certains services secrets, c'est-à-dire, je pense, la CIA, qui, je pense, est très proche du lobby israélien, et que, pour le planter, on lui a fait croire que ça allait être un autre Venezuela. C'est-à-dire qu'il suffisait de décapiter le pouvoir en Iran et que ça aboutirait à la chute immédiate du régime, ce qui est débile. Hein. Mais je pense qu'il l'avait vraiment cru. D'ailleurs, ses déclarations immédiatement après le début de l'opération l'ont démontré, il le croyait, et aujourd'hui, il sait pas comment s'en sortir, et la Russie peut l'aider à s'en sortir. Parce que la Russie développe le nucléaire civil en Iran, et parmi l'accord qui a été fait, il est écrit noir sur blanc que si l'Iran voulait développer la bombe atomique, la Russie se retirerait. Donc la Russie pourrait être un garant d'un traité de paix qui permettrait à Trump de sauver la face, et puis d'un coup on pourrait aussi régler le conflit ukrainien. Donc il y a un espace qui existe, qui permettrait à Vladimir Poutine de réaliser les objectifs de l'opération militaire spéciale tels qu'ils ont été redéfinis en septembre 2022, et à Donald Trump de se sortir de ce bourbier dans lequel le lobby pro-israélien l'a mis. Et je pense, je ne serais pas étonné que derrière, il y ait le Parti démocrate qui veuille le planter à 6 mois, 8 mois des mi-termes. Donc, voilà. Alors, en fait, juste finir. En fait, on est dans la même situation qu'en avril 2022 en Russie. En avril 2022, la guerre elle est terminée, les Russes ont gagné. Mais les Occidentaux, à commencer par les Américains, c'est eux qui arrivent à convaincre. Faut dire qu'il n'y avait pas de mal avec ce genre de personnage. Notre ami Bruno Le Maire que l'économie russe va s'effondrer, que l'armée russe est une armée alcoolique, que tout ça va s'effondrer en 6 mois. Et parce qu'ils sont mal renseignés et parce que ce sont des idéologues fanatiques, ils se lancent dans la guerre que nous subissons encore aujourd'hui et qui verra le triomphe de la Russie à la fin. Je crois que tout le monde l'a compris. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'est Joe Biden qui a entraîné les pays européens dans leur guerre. Trump n'est pas un idéologue. Je pense que simplement il s'est fait tromper sur la réalité de la puissance du régime de Téhéran et donc en fait il a commis une erreur. Mais comme c'est pas un idéologue, il peut s'en sortir.
il peut s'en sortir avec la solution que j'ai évoquée et j'espère qu'il la saisira et que ça pourrait régler beaucoup de problèmes d'un coup. Et puis, il peut s'offrir un succès pas cher à Cuba. Qui permettra de redorer son blason. Cuba, c'est Ça moins fera compliqué. plaisir à Rubio, c'est tout. Alain, Xavier, côté résistance américaine, on parle de plus en plus de J.D. Vance pour le futur, ou même, on en parlait en début d'émission, de Tucker Carlson. Comment vous visualisez ces deux possibilités? Bah, de Moi, toute j'aime façon, bien. ouais, Vance, il a un très bon profil, hein, il est jeune, il s'est fait tout seul, il est catholique, c'est plutôt celui qui a les discours les plus cohérents. C'est plutôt rassurant. Et Tucker Carlson a fait preuve d'un incroyable courage comme journaliste. Il fait il fait un boulot énorme et tout ça, ça donne de l'espoir, quoi, hein. C'est pour ça que moi je me dis, finalement, Trump, c'est un personnage transitoire. De toute façon, il approche des 80 ans. Et qui peut-être, quand on aura du recul, on dira, bah, finalement, qu'il l'ait voulu ou pas, finalement, il s'est sacrifié pour que l'Amérique se sorte d'une impasse dans laquelle elle était. Et finalement, il a réussi, presque malgré lui, d'une certaine façon, il a réussi à réaliser le projet pour lequel il était rentré en politique. C'est ça que je me dis. Et derrière, on redémarre sur des êtres raisonnables, parce que c'est vrai que la parenthèse Trump est quand même et aussi le marqueur de la dégénérescence de l'Occident. Il y a deux marqueurs très forts de la dégénérescence de l'Occident. Eh ben, c'est Macron en France et puis Trump aux États-Unis, qui ont quand même un style qui n'est absolument pas compatible avec la longue histoire de ces pays qui prétendent quand même avoir s'être hissés au sommet du monde pendant des siècles, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien espérer en politique, hein, j'aime bien être optimiste, mais je trouve que Vance, oui, c'est plutôt quelqu'un qui a une stature pour être un président, qui pourrait renouveler quelque chose, qui pourrait nous rappeler Kennedy quelque part, un type jeune, avec qui donne envie, quoi, de marcher derrière, quoi. C'est pas bidon, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, ce qui m'a plu, c'est que dans cette espèce de moment de délire collectif avec cette prière organisée par la foldingue évangéliste là dans le bureau ovale, il y avait ni Rubio ni Vance, ce qui est plutôt rassurant. Je pense que c'est vraiment une alternative au sein du camp MAGA. Il y a aussi sa théorie des lumières sombres, qui est quand même assez intéressante, hein, qui est en fait l'idée que le système démocratique actuel ne fonctionne pas, donc il va falloir trouver autre chose. Voilà, et puis il aime son pays, c'est un patriote. Ça me plaît. Surtout, un discours sur la liberté d'expression et le dressage qu'il a fait, souvenons-nous, il y a un an, tout un petit peu moins d'un an, devant à la conférence de Munich, devant l'Assemblée des Européens totalement effondré. Je crois qu'il y a même un représentant, je ne sais plus quel pays, qui a pleuré, quoi. Où en gros, il leur a dit vous avez trahi toutes les valeurs, il n'y a pas de liberté d'expression, vous vous laissez envahir par l'immigration, etc. Il nous a offert un des meilleurs moments de l'année 2025. Et si finalement la fonction de Trump, pour rejoindre un peu l'optimisme, d'ailleurs, Maurras disait, hein, le désespoir en politique est une bêtise absolue. Finalement la fonction de Trump, c'est de mettre sur les rails le futur président J.D. Vance, moi je signe des deux mains. Vraiment, j'y crois, quoi. Surtout que c'est Trump qui aura réellement épongé éponger la sécurité de geste. Le marais, finalement, il est en train de le faire. Trump aura vacciné l'Amérique pour 50 ans de toutes ses aventures impérialistes. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, messieurs, nous sommes tous les trois à Moscou, donc on va finir cette émission avec la résistance de Moscou. Qu'est-ce qu'on doit prendre, nous, en tant que résistants, en tant que patriotes, en tant que nationalistes, comme exemple venant de Moscou? Poutine. Oui, c'est le personnage qui n'était pas prévu, qui arrive. J'ai écrit un texte dans mon dernier livre, là, Comprendre l'époque. D'ailleurs, je vais le remettre en non, Plus contumeur. Mon dernier livre, Plus contumeur. J'ai écrit un texte sur Poutine pour dire, voilà, à un moment donné, le type se retrouve à la croisée des chemins et se dit, soit je participe au partage du gâteau là où je suis bien placé, soit j'ai un vrai destin et je rentre dans l'histoire. Et à un moment donné, il doit se poser ça presque en une nuit, hein.
quand Elstine lui dit bon, c'est validé, c'est toi qui prends ma suite. Voilà les conditions, hein. Il y a des conditions de sécurité sur la famille d'Elstine, il y a des conditions de continuité sur on va dire le gang de Saint-Pétersbourg. Et le type, quand je pense qu'il y a une nuit où il se dit voilà, est-ce que je deviens un grand personnage de l'histoire russe ou est-ce que je me goberge, quoi, comme peuvent le faire les oligarques de l'époque. Et là, il est face à son destin, il doit se voir sa vie de mec qui est rentré au KGB, sa période de placardisation de l'Allemagne de l'Est, la chute du mur, enfin tout ça. Moi, je rêverais d'un scénariste de talent qui fait un film sur la nuit, tu sais, la nuit où Poutine changea de dimension. La nuit où Poutine devient le grand homme de la Russie, égal à deux, trois autres. Bon, on va pas peut-être aller trop loin, mais voilà, Staline, Pierre le Grand. Et ça, c'est pour ça que le personnage, moi, m'inspire un très très grand respect, hein. C'est il aurait pu se contenter de, et il a tenté quelque chose qui est une prise de risque, qui demande une quantité de travail sur une durée très longue. Et il l'a fait, et le résultat, quand on s'intéresse aux Russes moyens, parce que moi, ce qui m'intéresse en politique, quand on dit il a fait le bien ou il a fait le mal, c'est le peuple, hein, voilà. Et pour le peuple russe, compte tenu de là où il était au moment où Poutine est Oui. arrivé aux affaires, c'est évidemment un mieux si on ne rêve pas simplement de pouvoir aller comme on veut, voir une exposition à Londres ou s'acheter un sac à main chez LVMH à Paris. Si c'est pas ça la vision, mais la vision, c'est de voir quelle est l'espérance de vie d'un travailleur, quel est le taux d'alphabétisation je sais pas, de mortalité infantile. C'est ça, ces critères que je prends moi en politique. On se dit que Poutine a fait du bien et beaucoup de bien à son pays dans une période où c'était pas gagné. Et effectivement, c'est le grand personnage. On peut rêver d'un Poutine français, hein, c'est ce dont on peut rêver. Et puis, quant à moi, je viens d'arriver, donc pour l'instant, je suis un observateur. Mais comme le disent tous les gens, tu verras ici, tu vas respirer, tu peux dire à peu près ce que tu veux. Tu peux aussi laisser ta parka, tu sais, sur la patère, sans vider tes poches de tout ce qu'il y a dedans. Ça, on ne vole pas. Il n'y a pas trop de tags sur les murs. J'en ai même vu très très peu. Ils étaient nettoyés pratiquement. Il y a quand même quelque chose qui fait que quand tu es un Européen blanc avec ce qui s'inscrit dans une culture et une tradition, tu te sens plutôt bien à Moscou, hein, ça c'est clair. Ah oui, tu Et n'es pas obligé de t'excuser. tu te sens plutôt bien à Moscou. Et puis surtout, j'étais en train de mourir d'ennui en Suisse. Et quant à la France, enfin, quand je dis la France, Paris, je n'ai pas du tout envie d'y retourner avant qu'elle soit libérée de l'occupation israélienne, hein. Mm. Je ne reviendrai qu'après, hein. Donc, je vais rester là, quoi. Je vais rester là. Eh bien, avec grand plaisir, en tout cas, Alain. Xavier, toi qui as connu, je ne veux pas dire par là que tu es vieux, mais tu as connu de l'intérieur ce bouleversement des années 90, parce que je rappelle que tu es arrivé en Russie le même jour que la prise de pouvoir de Vladimir Poutine, je dis pas de bêtises. Tout était planifié, 26 mars 2000. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu as vu comme grande valeur que Vladimir Poutine a ramené à la Russie et justement qu'on pourrait reprendre, nous, dans notre combat de résistants pour la France? Bah, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que Poutine a eu un discours de vérité. Et en fait, comme l'a très bien décrit Alain, Poutine, il a été choisi par la Semi-Bankirchina. C'était une allusion en fait au temps trouble, à un moment où la Russie était occupée par la Pologne. Il y avait la Semi-Boyarchina, c'était 7 boyards qui trahissaient la Russie. Et puis il y a eu soulèvement Pojarski et je sais plus comment il s'appelait l'autre. Bon, bref. Donc on avait nommé les 7 banquiers qui dirigeaient la Russie, là Semi c'est 7, Semi Bankirchina. Et c'est eux en fait qui ont choisi Poutine en se disant ça va être un nouveau Yeltsin, on va pouvoir le manipuler et puis on pourra continuer à payer tranquillement à piller la Sainte-Russie. Moyennant quoi, 6 mois après son élection, Vladimir Poutine a eu cette phrase, vous la trouvez sur Internet, on lui dit « Mais Berezovski est pas content ». Berezovski, c'était le mage noir du Kremlin, hein, et c'était lui le véritable mage noir. Et Poutine a dit « Berezovski est kto ». Berezovski, c'est qui?
Donc là, en fait, c'était le signal. Alors, certains l'ont compris, Khodorkovsky l'a pas compris, il a fait 10 ans de prison. Et puis d'autres, il y en a, Gusinski s'est enfui en Israël. Et puis les autres, ils ont compris. Donc ils ont disparu de la vie politique. Donc, ils ont continué à faire leur business. Mais aujourd'hui, en Russie, il n'y a plus d'oligarques. Il y a des milliardaires, oui. Mais ils ne la ramènent pas. Et on a eu aussi cette réaction d'ailleurs extraordinaire au début, en 2022, quand l'Union européenne a commencé à saisir les biens de ces milliardaires, notamment ceux qui avaient garé leur yacht à Monaco, dans les ports français ou ailleurs, ils se sont fait bloquer leur yacht. Et on a demandé à un moment à Vladimir Poutine, alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Il a répondu, s'il les avait garés à Sochi, il se serait toujours à eux. Donc en fait, on a vraiment quelqu'un qui a réussi à remettre l'oligarchie à sa place en disant, vous pouvez garder, en plus parce qu'à l'époque, ce que vous avez volé, ok, mais vous payez les impôts, vous réinvestissez en Russie et vous arrêtez de faire de la politique. Alors la politique, ils ont arrêté d'en faire, mais ils ne voulaient pas réinvestir en Russie. Et puis ils se sont fait bloquer leurs fonds. Donc en 2022, on a eu une masse de pognon qui a débarqué en Russie. C'est aussi pour ça qu'on a eu tout d'un coup un bon... c'est une des raisons qu'on a eu un bond de la monnaie russe. C'est-à-dire, en fait, tout d'un coup, il y a un volume d'argent qui est arrivé, qui cherche toujours à se placer. Donc, finalement, l'Union européenne a permis à Vladimir Poutine d'achever son travail sur les milliardaires russes. Et donc, c'est ça, c'est cette force. C'est-à-dire qu'il s'est attaqué à tout. Il s'est attaqué à la mafia. Il s'est attaqué à l'oligarchie. Il a redonné à la Russie sa place. Il a fait que les Russes sont de nouveau fiers, très fiers d'être Russes. Il a, comme l'a souligné Alain, il a réussi à réconcilier les Russes avec le discours national russe, c'est-à-dire depuis le fondateur, le prince Vladimir, le baptême de prince Vladimir en 988, jusqu'à aujourd'hui, en passant par Ivan le Terrible, Ivan le Redoutable d'ailleurs, c'est comme ça que les Anglais l'appellent, terrible, mais en fait il était juste redoutable, Pierre le Grand, la Grande Catherine, Alexandre Ier, Alexandre III, etc. et jusqu'à aujourd'hui. Et également, oui, alors, Staline, le vainqueur de la Grande Guerre patriotique, qui a, malgré le coût humain, réussi à industrialiser la Russie de manière assez incroyable. Comme je le dis, en fait, la différence entre la gauche française et la gauche stalinienne, c'est que Staline ouvrait des usines, la gauche française les ferme, quoi. Et donc voilà, donc ce grand projet national, et il a redonné confiance aux Russes. Et ça se voit. Et Xavier, il y a un point très important aussi que j'aimerais quand même sur lequel j'aimerais qu'on aille sur cette fin d'émission, c'est le retour du socle famille, le retour aussi de la religion dans la société russe. C'était la nouvelle. Voilà. C'est une modification importante. Il y a eu une modification de la Constitution peu de temps avant l'opération Petersburg. Je crois que c'était 2018, je ne sais plus. Donc, qui a mis effectivement que maintenant ça paraît tellement évident, mais pour nous ça paraît tellement évident qu'une famille c'était un papa et une maman, que Dieu est dans la Constitution, ce que Chirac a refusé d'ailleurs de mettre dans la nôtre, etc., etc. Donc oui, il y a toute une reconstruction. C'est-à-dire que la Russie est un État multiconfessionnel, mais bien entendu, l'orthodoxie occupe une place privilégiée. Mais la Russie parle à toutes les religions traditionnelles. On considère qu'il y en a 4, au premier rang desquelles l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Et donc, effectivement, comme disait Alain, ça peut très bien être un modèle pour notre construction de la société. Je pense pas que moi, je ne suis pas contre le culte laïque. J'empêcherai personne d'aller prier Robespierre, de faire un sacrifice tant qu'il n'est pas humain à Jules Ferry. Mais voilà, la laïcité, la divinité laïque est une religion parmi les autres. Donc, je suis pour donc, oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dont on peut s'inspirer dans la manière. Et puis Poutine est un économiste. En fait, Poutine a fait ce que je pense qu'aurait fait François Fillon, qui avait un excellent programme économique, c'est-à-dire à peine il est arrivé, en 6 mois, toutes les réformes économiques étaient passées. Après, il a ajusté. Et puis, en plus, ça arrivait au bon moment dans la conjoncture macroéconomique, et ça a été le décollage. Malheureusement. Ceci étant, c'est vrai que toi qui n'es plus en France depuis très longtemps, quand même, il y a quand même un axe qui est important sur le travail de Poutine en Russie, c'est justement cette protection des enfants vis-à-vis de la sexualité au sens large, et encore plus la protection des enfants sur la pédocriminalité. C'est l'implication de l'entité famille
dans la société russe. Tu en as beaucoup parlé sur Stratpol, notamment toutes les lois pour favoriser la démographie, pour favoriser je dirais les impôts ou les taxations ou les aides sociales pour les familles nombreuses, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en Russie. L'industrialisation, alors c'est une question majeure de ces 5 dernières années. Bon voilà, on a quand même des axes, effectivement, des axes pour notre renaissance, reconquête, révolution politique en France. Alain Soral, Xavier Moreau, on a passé presque 2 heures ensemble. Ça va être un grand plaisir pour moi de vous accompagner dans vos réflexions. Je rappelle aux gens qui nous regardent que c'est très important. Vous abonnez, s'il vous plaît, et vous suivez Égalité et Réconciliation, que vous suivez et que vous vous abonnez à Stratpol, si ce n'est pas déjà fait, que si vous voulez faire des dons, eh bien, je vous en prie, Stratpol, Égalité et Réconciliation, Divergence politique, nous ne survivons que grâce à votre aide. Donc, bien voilà, nous, on n'a pas, comme le service public, les impôts de l'État, enfin vos impôts en l'occurrence, nos impôts, messieurs. Donc, le seul soutien qu'on puisse avoir, c'est le vôtre. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, faites des j'aime aux vidéos. Alors, pas YouTube pour Stratpol. Vous savez, toi, tu as été déjà à Paul côté. C'est la démocratie, tu ne peux pas comprendre. Allez, en tout cas, suivre les comptes X, anciennement Twitter de Stratpol. Donc, Xavier, toi, c'est au nom de Stratpol. Alain, comment on vous retrouve sur X? Moi, j'ai alain-soral.com, qui est mon site perso, qui me permet de survivre un peu malgré les persécutions fiscales que subit Égalité et Réconciliation, parce que la persécution fiscale est une des armes du pouvoir et elle s'en sert. Et puis sinon, il y a Égalité et Réconciliation, le premier site de réinformation de France. Il y a la Maison Contre-Culture qui édite et qui réédite des livres qui vous permettent de vous muscler le cerveau et qui complètent bien ces moments, comment dirais-je, médiatiques et oraux qui sont très agréables et très utiles, mais qui doivent être complétés par le livre, hein. Et puis il y a aussi, n'oublions pas, Faits et Documents, la lettre confidentielle que m'a transmis Ratier et qui continue sous les auspices notamment de Pierre de Brague, et qui c'est toujours chaque numéro, tous les mois, une enquête et un portrait. Et là, on est sur les réseaux Epstein français, ce qui est très important, parce que c'est très français l'affaire Epstein. Ça vaut 9 euros le numéro, donc c'est 9 euros par mois. Le mieux, c'est de s'abonner à l'année, en plus c'est encore un peu moins cher. Et donc quand vous regardez les vidéos, hein, que vous lisez chez Contre-Culture et que vous êtes abonné à Faits et Documents, là, vous êtes immanipulable politiquement, hein. Vous pouvez plus vous faire avoir. Voilà. Donc, et puis en plus, quand on échange en plus avec Xavier, avec toi et avec d'autres, on arrive à croiser nos expériences, notre style aussi. Et je pense que ça donne quelque chose qui permet vraiment aux gens de résister à quelque chose qui est incroyablement raffiné dans notre époque moderne, qui s'appelle l'ingénierie sociale, hein. On est face quand même à de l'ingénierie sociale d'un niveau de vice et de sophistication qui sera le marqueur de l'époque sans doute, hein, parce que la démocratie va de pair avec la puissance de l'ingénierie sociale, puisque l'une ne peut être acceptée que s'il y a l'autre, puisqu'en fait c'est totalement de la fiction. En réalité, le pouvoir n'a jamais été aussi privé, capté, confisqué que dans notre époque actuelle à la réalité. Donc il faut bien comprendre ça, hein. La démocratie, pour pouvoir continuer à exister, est obligée de s'accompagner d'une ingénierie sociale d'un niveau de vice et de performance énorme pour ne pas être la démocratie. C'est d'ailleurs le sujet qui amène à la réflexion sur les lumières sombres. On fera peut-être un jour une émission là-dessus, parce que c'est quelque chose d'intéressant de comprendre pourquoi il y a cette réflexion qui s'appelle, cette proposition qui est composite d'ailleurs les lumières sombres, et qui est vraiment une réflexion sur la faillite de la démocratie, d'une certaine manière, et sur 2 siècles on va dire, d'idéal égalitaire. Je rappelle d'ailleurs que c'est le sous-titre de mon avant-dernier livre. Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, c'est pas une apologie de l'égalité. C'est comment on est arrivé à un pouvoir absolument inégalitaire par l'égalité, par l'apparence de l'égalité et par le discours de l'égalité. C'est ça c'est une ruse du diable. C'est ça le sujet de mon livre, hein. Et vous verrez que c'est du vicieux, c'est du raffiné, hein, voilà. Ça pourra faire un sujet, hein.
Voilà, ça fera un camarade. le sujet. Et Xavier, toi, bah, tous nos encouragements, alors on va pas te dire le mot qui porte malheur, donc on va te dire merde, pour ton nouveau combat politique, Mhm. politique. C'est que la Euh, première étape. ah, je pense que c'est le moment effectivement de la résistance. Véritablement, plus que jamais, Nicolas Mirkovic en parlait notamment sur cette chaîne, plus que jamais, on est dans un temps où il va falloir maintenant s'impliquer localement, chacun à ses échelles, mais il faut reprendre le pays, effectivement. Nous Messieurs, allons vivre les temps pour lesquels nous nous sommes toujours préparés. C'est-à-dire que c'est à la fois inquiétant, mais en même temps, nous allons rentrer dans une période de grande histoire, là, hein. C'est changement de paradigme, fin des temps, révélation, on y est, hein. Donc il ne faut pas se plaindre. C'est ce qu'on a ah, voulu. eh bien, on sera là en tout cas tout au long de ces combats, parce qu'il y en aura quand même plein. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, messieurs. À vous tous qui nous regardez, ben, merci d'avoir passé ces moments avec Xavier Moreau et Alain Soral. Et on se retrouve sur d'autres épisodes et sur alainsoral.com et sur Stratpol et sur Égalité et Réconciliation et sur Divergence Politique. Au revoir.